Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Chercheurs de valeur. Aujourd'hui, on va vraiment parler de finances, parce que je sais que certains d'entre vous, trouvent que des fois on s'éloigne un peu trop loin, mais aujourd'hui ça va être finance, finance, finance. Ne vous inquiétez pas puisqu'on va parler de comment surveiller la performance de son portefeuille, comment bien gérer son portefeuille. Mais d'abord, comment ça va Xavier? Ça va pas, Victor. Qu'est-ce qui se On a le droit passe? de dire ça? Oui, bien sûr. Ça va pas parce que je déteste l'automne et que là, d'un coup, on est passé dans l'automne et j'aime pas du tout ça. C'est hyper humide, il fait pas encore froid, mais voilà, il y a des feuilles partout. Non, non, Ah mais mais on sait pourtant, ouais. à part ça va pas mal, mais c'est vrai que là, c'est la saison de l'année qui est un peu déprime, tu sais? Non mais Mais à parlons part de la ça pluie et va. du beau temps. Parlons un peu de la pluie et du beau temps parce que non mais on s'est un peu gavé quand même la semaine dernière. Enfin je sais pas quand les gens écoutent ce podcast mais je suis allé dans ton coin, juste au-dessus de ton coin, je suis allé voir Mmh. La Rochelle, je suis allé voir Rochefort, donc des choses un peu au-dessus de chez toi et il faisait 25, 26, 27, c'était magnifique. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que comme ça a rebaissé un petit peu et que le ciel est un peu couvert, ça me déprime. Mais c'est plutôt, comme tu dis, les semaines précédentes qui étaient anormales en termes de temps, mais c'est un très beau coin. J'adore La Rochelle, j'adore ce coin-là, tout ce qui est Charente-Maritime, c'est super. C'est complètement différent du bassin d'Arcachon, sud-bassin ou les Landes, là où je suis. C'est complètement différent, mais c'est super. Ah, c'est fou. De toute façon, on va parler de la France bientôt, puisque Mhm. dans un prochain épisode, on va discuter de l'ouvrage La France sous nos yeux, et on parlera de tous ces paysages et de l'économie qu'il y a derrière. Xavier, on a eu des commentaires. Ah, On a eu des commentaires, donc on va y aller, parce que vous savez qu'on adore vos commentaires, et j'ai pris cher. C'est la première fois que ça arrive, donc on va voir si je suis capable d'encaisser ça. Mais d'abord, commentaire 5 étoiles de Maxime, qui nous dit: «Très enrichissant, déjà grand fan des vidéos de Xavier, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter sur un format plus long et personnel, développer ses concepts. Le duo avec Victor permet d'élargir le sujet au-delà de la bourse et finance ou de donner un point de vue bourse plus proche de nous, moins professionnel.» C'est exactement l'objectif, je suis content que ça fonctionne. J'étais d'abord un peu surpris du choix du sponsor, mais je trouve que les longues interviews avec le fondateur montre une vraie recherche et pas seulement un simple lien de parrainage, comme on voit sur beaucoup d'autres chaînes. Bravo à vous deux. Xavier, qu'est-ce que t'en penses? bah super, merci Maxime. Et là où il a raison sur le sponsor, c'est que c'est justement ce qu'on a voulu tous les deux, c'est vraiment aller au fond des choses, poser toutes les questions, qu'elles soient bien ou mal accueillies par le sponsor. Et c'est ce qu'on essaye par la suite, c'est de poser des questions, surtout sur les frais, etc. C'est pas le but d'un sponsor sur un podcast, c'est justement de pouvoir aller un peu plus loin Mhm. et de pouvoir justement discuter avec les fondateurs. C'est ce qu'on a fait pour notre précédent sponsor et c'est ce qu'on va faire avec notre nouveau sponsor. Mhm. Mais oui, tout à fait. Pour moi, il y a vraiment ça dans la notion de chercheur de valeur, c'est que on peut interagir avec des acteurs de la finance. Et un acteur de la finance, c'est quelqu'un qui est là pour essayer de trouver des plans pour permettre à ceux qui nous écoutent de faire bien marcher leur argent. Certains vont bien raisonner avec vos objectifs, d'autres non. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que nous, on peut aller vraiment au bout des choses avec eux. Et c'est chouette, ces interviews dans lesquelles on s'installe avec ces fondateurs. Bon, bah là, j'appréhende, je vais lire le second commentaire où ça y est, je me suis pris un taquet, ça devait arriver. Voilà. Alors, intéressant, mais attention. Donc ça, c'est Runner de Lyon. Podcast, podcast très intéressant du fait de l'expérience et des connaissances de Xavier Delmas. Je mets cependant un bémol concernant Victor Ferry, qui s'écoute un peu trop parler à mon goût, mais peut-être vais-je finir par m'y habituer. Bonne continuation à vous deux. Alors, je rigole, mais bon commentaire, parce que en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il a mis 4 étoiles. Mhm. Et ça, c'est vraiment bien. Parce que ça pourrait arriver, en fait, du type je déteste Victor Ferry et bim, je mets une étoile. Et non, 4 étoiles, c'est vraiment très bien. Donc, merci pour ça, de faire preuve de discernement. Et j'adore mais je vais peut-être finir par m'y habituer. Parce que, en fait, le truc, s'écoute parler. Honnêtement, quand je fais ce podcast, je suis soit à fond dans ce que je suis en train de dire, soit à fond dans ce que Xavier est en train de dire. Donc non, je m'écoute pas parler. Et je pense que le côté s'écoute parler, ça vient du fait que tu es peut-être moins sensible à ce que je dis qu'à ce que dit Xavier. Et oui, tu vas peut-être t'habituer. En tout cas, c'est très chouette que tu ne sois pas allé directement à la rupture parce que je ne te reviens pas et que tu fasses cet effort de te dire que peut-être tu vas t'y habituer. Je te le souhaite car voilà, on veut que notre relation avec nos auditeurs soit la plus longue possible.
On va y aller? On va rentrer Allez, dans cet épisode. Donc, on vous rappelle qu'à la fin de cet épisode, on va avoir la chance d'accueillir, pour continuer notre discussion avec le cofondateur de Yomoni et notre discussion avec Xavier commence juste après ça. Alors, pour commencer dans cette discussion sur comment investir, sur quelle est la meilleure stratégie pour investir, enfin, en tout cas, pour gérer ses performances, avec Xavier, je crois qu'on n'a pas la même, on n'a pas la même approche de l'investissement. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par expliquer un petit peu comment tu investis, quelle est ta stratégie, quels sont les principes, puis après je présenterai la mienne. mmh alors déjà, j'essaye toujours de faire l'effort, à la fois quand je regarde mon portefeuille, mais aussi quand j'en parle, de mentionner le terme allocation d'actifs. Parce qu'avant que j'explique le type d'entreprise dans lequel je veux investir, où j'investis déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, on part d'un patrimoine. Le patrimoine, c'est tout ce qu'on possède et il faut jamais oublier cette notion-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord décider, en regardant son patrimoine, quelle part on veut mettre dans de l'immobilier, des obligations, des actions, de l'immobilier, locatif, des forêts, peu importe. Et c'est une fois qu'on a fait ce choix-là, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une approche top-down. En fait, on décide d'abord des grandes classes d'actifs dans lesquelles on va investir. Une fois qu'on se dit, bah, moi, je peux mettre, je dis n'importe quoi, 30 000 euros dans un portefeuille boursier, c'est à peu près. Ensuite, on va descendre ces 30 000 euros. Comment on va les répartir géographiquement? Comment on va les répartir en termes de secteur? Comment on va les répartir en termes de style, etc. Et ensuite, on va descendre, et c'est une fois en bas qu'on va se décider dans la partie entreprise de croissance, quelle entreprise je veux choisir. Tout le monde n'a pas cette approche-là. Il y a beaucoup de gens qui ont une approche qu'on appelle bottom-up, donc ils vont, ou alors ce qu'on appelle une approche stock picking, c'est-à-dire ils se disent, bah, moi, sur mes 30 000 euros, je veux trouver des belles valeurs et je vais chercher des valeurs. Ça, c'est pas mon approche. Et je détaillerai un peu plus tard de tous les impacts que ça a. Mais je pense que déjà, entre toi et moi, Victor, toi, je pense que tu as une approche de stock picker. Toi, tu as ton portefeuille et tu essayes de trouver des entreprises. De temps en temps, tu prends un peu, tu t'élèves un petit peu et tu te dis, bon là, j'ai peut-être beaucoup d'entreprises de ce secteur-là, etc. Donc, tu vas choisir plutôt dans un autre secteur. Mais à la base, tu es plutôt en train de chercher des entreprises. Mmh. C'est la manière la plus instinctive de faire, de chercher des entreprises. Mais c'est pour ça, quand je disais que je me force à parler là d'abord d'allocation d'actifs, c'est aussi ce que Mmh. je me force à faire régulièrement, parce qu'on se fait prendre le bras sinon à dire: «Ah mais cette boîte elle est sympa, je vais investir dedans», Ouais. et on se rend pas compte qu'en fait c'est la sixième boîte plus ou moins du même secteur, dans laquelle on investit. Donc ça, c'est juste un premier appel. Donc moi, voilà, j'ai mon patrimoine, j'ai beaucoup d'immobilier, peut-être, 2 tiers d'immobilier, j'ai un tiers, d'autres choses, donc beaucoup d'actions, blablabla. Ensuite, donc je démarre par la répartition géographique. La répartition géographique, pour moi, elle est importante, et moi j'ai un focus très américain, tout simplement parce que c'est le marché, à part quelques exceptions comme l'Australie ou l'Afrique du Sud, c'est le marché qui a le mieux performé depuis une centaine d'années, et ça sort pas de nulle part. On sait que les Américains, ils Mmh. sont hyper entreprenants, hyper innovants, ils ont une économie très dynamique, ils ont une très bonne image partout dans le monde, ils exportent très facilement leurs produits ou services. Ils ont une économie qui facilite aussi ça, hein. On leur fait régulièrement des cadeaux fiscaux, etc. Ils ont des dirigeants qui se battent dans des guerres commerciales pour s'assurer que leur économie est bien défendue, etc. Donc moi, j'ai toujours à peu près entre 60 et 70% de mon allocation qui est aux États-Unis. J'ai toujours à peu près 30% en Europe, et on va dire 5-10% dans les pays émergents. Donc ça, c'est pour l'allocation générale. Ensuite, moi, j'ai pas mal d'enveloppes fiscales. Donc, dans le sens Mmh. où j'ai plusieurs assurances vie, j'ai des comptes titres, un PEA, ma femme aussi a un PEA, elle a aussi des assurances vie, etc. Donc, ça peut paraître anecdotique de parler de ces enveloppes, mais ça joue sur le fait, il y a des enveloppes sur lesquelles on ne va pas être actif. Ok, moi, je ne vais pas aller me connecter sur mon assurance vie pour faire un arbitrage pour 2 jours. Et il y a des enveloppes qui sont faites pour être plus dynamiques. Bah, typiquement, le compte titre ou le PEA. Donc moi, j'ai une partie de mon allocation qui est passive en fait. Donc ça va être des Mmh. ETF. Donc là, c'est typiquement assurance vie, mais même le PEA, je suis quasiment passif dessus. Donc voilà, des enveloppes assez passives. Et après, j'ai des enveloppes beaucoup plus dynamiques, compte titre perso ou compte titre en société, pour placer la trésorerie de ma société qui part totalement en bourse.
Donc voilà pour l'approche. Dans la poche bourse, j'ai une grosse partie qui est passive. Alors je sais que c'est pas sexy et ceux qui m'écoutent, ils vont être déçus. Ils vont dire: «Ah mais on pensait que Mmh. Xavier c'était le» non, non, je suis pas le pro pour ça. Non, non, quand on parle de skin in the game, hein, quand je vous dis que c'est très dur de battre le marché, je mets ça aussi pour moi et donc j'investis aussi beaucoup en ETF, mais je garde une grosse part, qui est aussi j'ai pas les chiffres en tête, mais disons peut-être moitié-moitié. Je garde aussi une belle part dans laquelle je vais choisir les titres. Après pour choisir les titres, déjà un truc qui est important et tu me diras, toi comment tu fais, c'est où est-ce qu'on trouve nos idées? Où est-ce Mmh. que je trouve mes idées d'investissement? Le plus évident, c'est qu'il y a des boîtes que je connais dans la vie de tous les jours. L'idée d'un achat dans Microsoft, Alphabet ou LVMH, pour parler de 3 titres, très classiques que je possède, bon, ça m'est pas venu de quelque part. Donc ça, c'est la partie facile. On connaît, on analyse un petit peu et on veut aller dedans. Après, les titres qui sont un peu plus, un peu plus des pépites qu'on a découvert, en général, je m'embête pas, je copie les bons pour les trouver, Mmh. pour avoir l'idée, hein. C'est pas mon investissement, mais pour avoir l'idée. Donc copier les bons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde régulièrement les hedge funds, quelles sont les positions Mmh. des hedge funds, notamment des investisseurs que je suis et qui ont un peu la même philosophie que moi. Donc pas mal de hedge funds avec une approche value. Donc moi je suis, alors pas Warren Buffett et Charlie Munger parce qu'eux, ils sont dans un autre monde, ils investissent plus, c'est fini pour eux, le game il est fini, ils peuvent plus rien vendre parce comme ils sont à 100 000 de plus-value, s'ils vendent, ils vont se faire taxer. Donc, ils bougent plus. Mmh. Leurs positions, elles sont gelées, quoi. Donc, c'est pas eux, mais je copie beaucoup des gens qui ont la même philosophie qu'eux. Donc, c'est Monish Pabrai, un Indien qui est bien connu. C'est Guy Spier, donc non, un Allemand, mais qui vit en Suisse. C'est Lilou qui est un très gros investisseur chinois qui est dans le fonds Himalaya Fund. Il y a qui? Il y a des Canadiens qui s'appellent Giverny Capital, etc. Enfin bon, donc c'est Sequoia Capital, enfin tous ces fonds-là, c'est des fonds dont j'apprécie la philosophie. Je lis régulièrement les lettres trimestrielles, et donc eux, parfois, ils me donnent des idées. Et je me dis, tiens, mais pourquoi ils sont dans telle boîte américaine qui fait de la location de voitures, peu importe, et ça m'intéresse à creuser un peu le sujet. Ensuite, il y a chez Zone Bourse, il y a des petits jeunes, enfin petits jeunes, ils vont pas aimer, Mmh. mais il y a Tommy Douzièche, par exemple, qui adore creuser des valeurs et qui m'a fait découvrir des valeurs dans certains domaines où les portefeuilles Zone Bourse, quand ils rendent des valeurs, bah, je les regarde. Et puis le troisième point, l'autre manière pour moi de trouver des idées, c'est, tu m'interromps, hein, Victor, là je débite mon truc sur comment je gère Non, mon non, c'est portefeuille, ça, excellent. ça peut durer 1 heure, hein, je te le dis. Donc. Et donc, l'autre moyen pour moi de trouver des valeurs, c'est par exemple quand il y a une thématique qui me plaît, je sais pas, la cybersécurité, l'hydrogène, un truc comme ça, bah là, je vais faire l'effort de me dire, bon, bah, quelles sont les boîtes dans la cybersécurité, blabla, puis là, je vais en découvrir. En fait, et un dernier point qui n'est pas négligeable non plus, c'est l'utilisation des stock screeners, Mmh. c'est-à-dire des outils dans lesquels on met des critères. Il y a plein de critères et puis ça nous filtre tout ça. On vit dans un monde merveilleux pour ça. On oublie qu'il y a 20 ans, c'était impossible. Enfin, il n'y a que les professionnels qui pouvaient faire ça. Donc voilà, on met des critères et ça nous sort voilà, une liste de boîtes. Ça, c'est euh, la manière principale pour moi de trouver mes idées. Mmh. Donc sur cette partie-là, Victor, toi, comment tu trouves tes idées de titres à acheter? J'essaie de pas faire dans l'exotisme. C'est parce qu'en t'écoutant, je me rends compte qu'effectivement, je suis, un investisseur actif. À la base, je dirais pas ça. Je dirais plus que je suis un investisseur passif, mais je me rends compte qu'il y a un niveau de passivité encore bien supérieur, au mien. Donc j'ai tendance effectivement, et tu en avais parlé dans un épisode précédent, à ne pas me prendre la tête à faire des paris. C'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur les grosses boîtes qui seront là dans 20 ans, parce que même si on décide de pas investir dessus aujourd'hui, bah, dans quelques années, peut-être que ce sera le moment et l'information qu'on a accumulée dessus, bah, ce sera encore utile. La manière dont j'ai commencé à investir, moi, c'était vraiment par internet. C'est-à-dire que j'ai suivi plusieurs types de créateurs, et la stratégie d'investissement que j'ai choisie, c'est parce que j'ai accroché
avec la philosophie de certains investisseurs, donc notamment un qui s'appelle, enfin je dis investisseur, mais je devrais plutôt dire influenceur dans le domaine de la finance, quoi. C'est pas des gens qui ont fait des études dans la finance. Donc je suis notamment Joseph Carlson, que j'aime beaucoup, qui est un Américain qui a commencé, ça a été un des premiers à présenter son portefeuille semaine après semaine, mois après mois. Et au début, je me suis beaucoup inspiré de ses positions. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Assez rapidement, je me suis déterminé des critères qui me permettaient de choisir certaines actions dans le domaine des actions à dividendes, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et donc, j'ai un certain nombre d'entreprises que je suis régulièrement. Donc, c'est les boîtes que tout le monde connaît. Donc, ça va être Microsoft, Apple, Home Depot, Total, enfin toutes les grosses entreprises. Et je vais être attentif à leur niveau de valorisation. Et des fois, quand ça baisse, je vais les renforcer. Et sinon, je les laisse tranquillement courir. Et de temps en temps, je vais me demander est-ce que cette entreprise qui est dans mon portefeuille mérite vraiment d'être là, ou alors est-ce qu'il n'y aurait pas une opportunité plus intéressante à côté. Donc je change très peu mon portefeuille, ça je me rends compte. Les entreprises que j'ai aujourd'hui dans mon portefeuille, la plupart, je les avais quand j'ai commencé à investir il y a 2 ans et demi. Donc il y a très peu d'entreprises que j'ai décidé de vendre, que j'ai décidé de changer. Et mon allocation dans mon portefeuille, c'est 50% entreprise, donc entreprise que j'ai sélectionnée, et 50% ETF. Et Mmh. j'essaie d'être attentif à cet équilibre entre entreprises que je puise et ETF. L'autre chose dans la manière dont je gère ça, c'est que j'ai 2 portefeuilles, enfin j'ai 2 courtiers, 2 comptes titres. J'en ai un qui est plus ancien, et celui-là a vraiment bien fonctionné. Et celui-là, pour le coup, je le laisse en autonome. Je l'ai commencé juste avant la crise du Covid. Là, il est en plus-value de 20%. Et il rapporte quelque chose comme 300, 250, 300 euros par dividende, en dividende par mois. Et la seule chose que je fais, c'est que je réinvestis dans les ETF. Et Mmh. donc, plus ça va aller, plus on va avancer dans le temps, et plus ce portefeuille va être orienté ETF. Parce que mécaniquement, la part d'ETF dans ce portefeuille va grandir. Et donc, pour moi, ce portefeuille a vocation à devenir complètement passif. Plus ça va aller, plus ça va devenir passif. Et tant qu'à faire, j'essaie plutôt d'investir dans les gros ETF, donc à savoir le ETF Monde, ETF SP500. Et à côté de ça, j'ai le portefeuille que je suis en train de construire maintenant. Donc je me dis que mon premier portefeuille, c'est bon, il a gagné. Il a gagné, il peut se Mmh. passer n'importe quoi. De toute façon, mon capital est bien protégé, je laisse courir. Et là, j'ai un second portefeuille avec lequel je m'amuse plus. Et dans ce portefeuille, moi, ce que je fais, et là, vraiment, les gens vont hurler quand je vais leur dire ça. Toutes les actions que j'ajoute à ce portefeuille, je les ajoute sur la base d'un sondage que je soumets à ma communauté. Voilà, j'ai identifié 2 valeurs qui m'intéressent, et pour identifier ces valeurs, je vais regarder un petit peu la répartition par secteur de mon portefeuille. Est-ce que je penche pas trop dans un secteur? Est-ce que je devrais pas rebalancer, etc. Et une fois que j'ai identifié des valeurs au sein de cette poche que j'ai envie de renforcer, je soumets à ma communauté dans lequel vous voulez que j'investisse. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Et après, on va rentrer dans le détail de la manière dont j'essaie de m'assurer que je fais pas un peu n'importe quoi. Mais Mmh. est-ce qu'il y a des choses dont tu veux qu'on discute d'abord? Non, une précision de mon côté. Quand j'ai dit: «Où est-ce que je prenais mes idées?», c'est je prends des idées à creuser. C'est-à-dire que je suis pas enfin, quand je dis, il y a des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde, donc c'était, sur quels critères je choisis de passer du temps? Parce que moi, je passe du temps sur une entreprise à la connaître. Au début, je mets une petite somme, mais plus je mets de l'argent, plus l'argent commence à grossir, plus il faut que je passe du temps. Parce que c'est une chose d'avoir une position sur une valeur, je dis n'importe quoi, mais avoir 1 000 € sur une valeur, c'est pas comme avoir 10 000 €, c'est pas comme avoir 100 000 € ou 1 000 000 Mmh. €. J'ai pas 1 000 000 € sur une valeur, je vous le dis de très loin. Mais on ne peut pas aborder la recherche de la même manière. Et ce serait même stupide de passer des jours et des jours à, à bosser sur une valeur dans laquelle vous allez mettre 1 000 €. Ce serait même contre-productif. En fait, vous avez d'autres choses à faire de votre temps. Mais à l'inverse, quand vous commencez à avoir 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 sur une valeur, ce serait stupide de ne pas l'étudier en profondeur, parce que quand vous achetez une voiture à 30 000 €, vous passez du temps pour les comparer, et ce serait stupide de ne pas passer au moins le même temps pour des... Si vous mettez la même somme
Dans une entreprise, donc c'est ça. Après, je rentrerai si tu veux dans le détail de une fois que Mmh. j'ai identifié ces candidats et que je suis prêt à passer du temps à les étudier, là, moi, j'ai ma checklist, donc c'est très simple, hein. Si je peux passer au travers, ça prendra un petit peu de temps, mais ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a les idées d'un côté et une fois que j'ai identifié une boîte qui coche tous mes critères, qui est 5 étoiles, alors là, je peux passer du temps dessus et à la fois regarder les comptes financiers, mais parfois écouter le management, et cetera. Mmh. Ouais, tout à fait. J'aime vraiment bien moi cette technique de mettre, une petite somme pour voir, Mmh. pour être engagé dedans et puis pour commencer à la suivre, pour commencer à la voir dans mon Mmh. courtier et après, augmenter progressivement la somme à mesure que j'acquiers des informations. Qu'est-ce que tu suis toi en priorité pour te faire une idée sur, je vais plus loin ou pas? Pour moi, si je devais donner enfin vraiment le critère qui joue pour toutes les tailles, c'est vraiment cet aspect. Je suis désolé parce que c'est vu et revu, tous les influenceurs finance parlent tout le temps de ça et tout, mais c'est cette fameuse idée de moat en fait. C'est-à-dire, Mmh mh. pour simplifier, il faut avoir un avantage compétitif parce que le monde économique, c'est la guerre. C'est la guerre. Tout le monde essaye de prendre des parts de marché à l'autre, et cetera, et c'est comme si tu sélectionnes, je suis pas un fan de jeux vidéo, mais tu dois choisir ton personnage, en début de tu sais, en début de jeu. Tu vas Mmh. prendre celui qui a des caractéristiques qui vont le faire, éclater tout le monde, et moi, c'est ça que je cherche, en fait. Je cherche, une boîte qui peut éclater ses concurrents, pas pendant 1 an, Mmh. 2 ans, mais pendant très longtemps, et on cherche soit des actuels Alphabet, donc la maison mère de Google, soit des futurs Alphabet ou Microsoft. Je donne souvent ces 2 exemples, mais je donne souvent les mêmes exemples parce que ce sont des exemples qui parlent à tout le monde. Je recite LVMH et cetera. C'est des boîtes, et je reprends une analogie qui est souvent, expliquée, mais si tu as une boîte, si on te donne 100 milliards de dollars pour créer une boîte, même avec 100 milliards de dollars, il y a des boîtes que tu ne vas pas pouvoir recréer. Et c'est Mmh. c'est là où tu t'aperçois qu'en fait, ça veut dire qu'un concurrent ne pourra jamais, ou en tout cas, ça va prendre des Mmh. plombes pour concurrencer Google dans le domaine de la pub, ou bien pour concurrencer LVMH. Il suffit pas de vouloir pour le faire. Alors qu'il y a des secteurs, bah, où si tu mets le paquet, bah, tu peux éclater les concurrents, même en venant d'ailleurs, en fait. Donc, il y a des secteurs qui sont fragiles et ça fait partie de ma checklist. Il y a, est-ce que ça peut se faire potentiellement disrupter? Est-ce qu'il y a un nouvel acteur qui peut arriver et changer le game totalement? Mmh. Et ça peut arriver dans certains domaines et dans d'autres, c'est beaucoup plus dur. Donc si j'avais Mais oui. qu'un critère à regarder, ce serait probablement celui-là. Mais après, j'aime pas payer trop cher non plus, donc je regarde comme toi la valorisation. J'aime pas les boîtes qui sont trop endettées parce qu'on oublie l'endettement, parce que ça coûte plus rien l'endettement, et il y a aucune boîte qui a fait faillite depuis, 10 ans, Ah, ça va donc être on les oublie premières à ça. dégager les boîtes endettées. Exactement, donc voilà, il y a plein de la croissance bien sûr, les marges, enfin bon, je regarde plein d'autres critères même. Et toi, si tu devais garder qu'un critère, ce serait quoi? Alors, c'est là qu'on a des stratégies qui sont différentes, mais le si je devais regarder, qu'un seul critère, ce serait la vitesse, à laquelle l'entreprise a augmenté son dividende. Mmh. Parce que mais en fait, quand tu déplies ce critère, il est super intéressant. Donc après, il faut aimer les dividendes, il faut considérer que c'est important, mais une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son dividende, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'elle est a priori saine financièrement, Mmh. parce Ça, c'est sûr. que elle a les moyens de payer une grosse partie de son dividende. Ça veut dire qu'a priori, elle fait beaucoup de bénéfices parce que, ça veut dire que elle a de plus en plus d'argent à partager avec ses actionnaires. Mmh. Ça veut dire que je m'enrichis au fur et à mesure sans avoir, à rien faire. Donc c'est des choses qui sont très importantes. Mmh. Après, il faut pas regarder ça en isolément parce que immédiatement après, moi, ce que je vais regarder, c'est le payout ratio. Parce que si une entreprise augmente son dividende régulièrement, mais que ça pèse de plus en plus sur les finances, moi j'ai envie que l'entreprise ne verse pas plus de 50% de son bénéfice en dividende. Mmh. Sinon, j'aurais l'impression qu'elle est en train un petit peu de couper la tête de la poule aux œufs d'or. Et donc ça va être la première chose que je vais regarder. Moi, j'ai envie d'avoir dans mon portefeuille des entreprises qui, bah, plus on avance dans le temps, plus mon revenu passif augmente. Et c'est pour moi un indicateur qui est vraiment très simple à observer et à guider. La première chose que je regarde, moi,
mois après mois pour évaluer si mon portefeuille fonctionne bien, j'ai envie de voir que bah voilà, en octobre 2022, j'ai encaissé plus de dividendes qu'en octobre 2021, et j'ai envie de voir que l'année prochaine, bah, j'aurai encaissé encore plus de dividendes, parce qu'à la fin, c'est ça qui compte. À la fin, c'est ça qui va compter si on construit un portefeuille, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ce portefeuille, ce soit véritablement quelque chose qui nous rapporte de l'argent. Et Mmh. bah, j'imagine qu'il y a des matières détournées d'arriver à ça. Donc, investir sur des boîtes de croissance qui vont grandir, grandir, et au bout d'un moment, on va pouvoir en vendre des parties pour pouvoir encaisser du cash. Mais moi, la stratégie que je préfère, c'est d'être focalisé là-dessus pendant tout mon parcours. Et donc, je vais avant tout regarder ça. Est-ce que Mmh. l'entreprise est effectivement capable de verser un dividende croissant et de le faire tout en restant profitable. Mmh. Moi, j'aurais continué ta liste. C'est-à-dire, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. C'est-à-dire que alors dans l'ensemble, on parle, hein, mais c'est des entreprises qui sont plutôt moins endettées que la moyenne, qui sont évidemment profitables, et cetera, et cetera. Mais ce que je rajoutais, et c'est ce qui me fait douter sur une stratégie 100 dividende, c'est que ça veut dire aussi que c'est une entreprise qui ne sait pas mettre son argent ailleurs. Donc ça veut dire qu'elle estime, c'est une entreprise aussi qui se sert de ça pour garder des actionnaires, parce que sinon les Mmh. actionnaires partiraient. Et l'autre point qui est aussi un énorme point, c'est que ça veut dire que si tu prends le cycle de vie des entreprises, ce sont des entreprises qui sont matures. Tu vois, si tu fais une courbe en cloche comme ça, parce que ça vit et ça meurt, hein, les entreprises. Mmh. Ça veut dire que bah, tu serais investi dans IBM au, au top et au début de sa chute, dans General Electric au top et au début de sa chute, Mmh. et cetera. Et donc en fait, Total, c'est le meilleur exemple et je peux en parler, je suis investi dans Total donc parce que je trouve qu'effectivement, je suis investi dans Total pour le dividende, parce que je pense que c'est une entreprise qui va devoir reverser à mort pendant qu'elle est encore vivante, si elle meurt ou sinon mais si elle meurt, elle aura fait son boulot, elle aura, été dans le pétrole, elle aura fait tout ce qu'elle a pu, elle aura été une des meilleures mondiales et puis à la fin, comme elle ne peut plus aller nulle part, bah, elle verse tout cet énorme cash flow qu'elle a, elle va le verser à ses actionnaires jusqu'à sa Mmh. mort ou sa transformation. Parce que c'est ça qui va se passer sur Total. Soit elle va mourir, soit elle va rétrécir, soit elle va se transformer. Mais il y a même pas assez de boîtes à racheter il y a même pas assez de boîtes à racheter pour qu'elle se remette dans les renouvelables, hein, Mmh. ou même d'investissement à faire. Donc elle donne tout son cash. Donc voilà, la partie cycle de vie, elle est importante. Et aujourd'hui, il y a, pour moi, hein, tu vois, on a vu des bulles passer. Et si je devais dire une bulle aujourd'hui, elle va te surprendre. Mais quand je vois, j'avais une liste de valeurs, c'est dommage, je n'ai pas préparé pour cette émission, mais qu'une boîte comme Coca-Cola, des Procter et Gamble, etc., qu'elles ont des PER de Extrêmement 23. valorisé, ouais. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une prime aujourd'hui, il y a une prime à la stabilité, une prime qui est aberrante. C'est des boîtes qui font 2, 3, 4, 5% de croissance par an. Ça ne mérite pas un PER de 23. D'accord. Et Mmh. donc, il y a une bulle là-dedans. Et les gens ont tellement peur qu'ils sont hyper rassurés dans les dividendes. Et typiquement, la stratégie des dividendes, je pense que et je veux surtout pas te faire changer d'avis, Victor, hein, on soit bien d'accord. Mais je pense qu'à un moment, cette surperformance qu'ont ces boîtes-là, il y aura peut-être un moment où il faudra le payer. Quand on va repasser en risk-on et que les gens vont sortir de ces boîtes-là en Mmh. disant mais je suis fou, pourquoi Meta est à un PER de 10 ou 11, je sais pas, et quand Coca a un PER de 23. Désolé pour les chiffres, sont peut-être pas bons, hein, mais c'est pour donner l'idée. C'est ça qui me gêne un petit peu. Je pense que c'est très bien d'avoir des entreprises à dividendes, mais en fait, si tu ne fais que ça, tu as des biais, à la fois des biais sectoriels, parce que des dividendes, tu les trouves pas dans tous les secteurs, hein. C'est évident que tu vas être dans des bancaires, voilà, des boîtes de toute façon qui sont hyper matures et donc qui ont que ça à faire de leur cash. Une banquière, tu veux qu'elle croisse où? Tu vois? Mmh. Ou Coca-Cola, tu veux qu'elle trouve où sa croissance? Elle va pas faire elle va pas faire boire aux gens 4 Coca par jour, hein. Si aujourd'hui c'est un, tu Mmh. vois? Elle va pas y arriver tout simplement. Elle peut pas créer un nouveau produit type Coca, donc ils vivent avec l'accroissement de la population, en gros, hein, Mmh. et avec certains pays qui copient le mode de vie américain. Mais, et donc ouais, c'est bien d'en avoir, c'est un buffer pour un portefeuille, c'est quelque chose qui va te permettre d'encaisser les baisses et cetera. Toutes ces défensives-là, les Danone, Nestlé ou autres, mais je suis pas confortable d'avoir un portefeuille 100 avec ce type de valeur. Mmh. C'est pour ça que vraiment j'ai insisté sur moi je regarde pas le yield. C'est pas le rendement mon indicateur principal, c'est la vitesse d'augmentation du dividende. Et en fait, c'est pour ça que j'ai une stratégie qui est plutôt active
même si j'essaie de garder 50% de mon portefeuille en ETF, je distingue trois types de valeurs parmi les entreprises à dividendes que j'achète. Je vais avoir les entreprises avec la plus forte croissance de dividendes. Donc c'est là que je vais avoir des boîtes comme Microsoft, comme Home Depot, comme BlackRock, même si BlackRock c'est un peu bizarre parce que c'est une cyclique, donc elle a tendance à bien se rétamer, mais elle est capable de bien augmenter son dividende. Donc je vais viser des boîtes qui augmentent leurs dividendes à deux chiffres. C'est ça que je vais viser, des augmentations de Ok, dividendes je à deux comprends. chiffres. Je vais avoir une seconde poche avec des entreprises qui sont... pour moi, ça va être un mix entre croissance et rendement. Donc Mhm, dans cette partie-là, je vais avoir des boîtes comme Starbucks, je vais avoir des boîtes comme Johnson Johnson, donc les boîtes classiques qui ont l'habitude, enfin c'est tout ce qui est dividende aristocrate en fait, les boîtes mhm, qui ont été capables, mais je vais quand même sélectionner celles qui augmentent vraiment leurs dividendes. Pour te donner un exemple, j'ai viré Colgate récemment, mhm, justement pour cette raison, parce que je me disais mais Colgate c'est quand même cher, parce que mhm, quand on voit le rendement et quand on voit la vitesse minable à laquelle ils augmentent leurs dividendes, quelque chose comme 1,5% par an, 2% par an, bah tu te dis ok là on est en haut du toboggan et ça va, donc ça dégage. Mais j'ai quand même une partie de mon portefeuille avec des entreprises qui sont là vraiment pour le rendement. Et c'est là que je vais mettre les REITs, donc les foncières, à la fois les mhm, foncières immobilières, mais les foncières de crédit. Donc des boîtes par exemple comme Main Street Capital qui va avoir un rendement de 7% et qui verse un dividende tous les mois. mhm. Et donc c'est une entreprise qui finance les entreprises de taille moyenne, qui font des crédits pour permettre le développement des entreprises. D'accord. Et si je sélectionne cette boîte-là et pas une autre, c'est parce qu'il y a à la fois le côté rendement, mais il y a aussi le côté, cette boîte est capable quand même d'augmenter son dividende régulièrement. Et Mhm, elle est pas, enfin sauf dans les grandes périodes de crise, le dividende c'est pas délirant par rapport à ce que l'entreprise gagne. Donc je vais avoir cet équilibre. Et moi, mon objectif au fur et à mesure de mon parcours d'investisseur, c'est que aujourd'hui, je vais essayer d'avoir plus dans mon portefeuille les boîtes tech qui versent des petits dividendes mais qui vont être un dividende croissant. Et plus je vais me rapprocher du moment où je vais vouloir bénéficier des revenus de mon portefeuille, plus je vais augmenter la poche dans ce portefeuille des boîtes qui sont vraiment là pour le rendement. mhm, Donc effectivement, il faut tenir compte du cycle de vie des entreprises, mais je trouve que ce pari de bien connaître les entreprises qu'on a dans son portefeuille et quel est le moment pour dire au revoir à une entreprise, parce que effectivement, j'ai pas envie d'avoir IBM ou Intel. Voilà, je vais pas. mhm, Je pense que Intel is the new IBM là, c'est parti là, ça va être un peu problématique pour eux. Je trouve que c'est quand même plus sûr que de jouer ce pari à un moment, je vais quand même besoin d'avoir du revenu avec mon portefeuille et là, je vais mhm. vendre. Mais si c'est pas le moment pour vendre, si le moment où j'ai envie d'avoir des revenus de mon portefeuille, c'est un moment où ça s'est complètement crashé les marchés, c'est voilà. Je trouve que me dire, même au moment où je vais commencer à avoir des revenus de mon portefeuille, il est suffisamment bien équilibré pour que la croissance du dividende me permette d'avoir un revenu qui augmente, alors même que je suis en train de me faire de sortir de l'argent. Mhm. C'est ouais, j'intègre les risques que tu prends en compte, mais je suis peut-être trop orienté sur le cash flow, mais j'investis vraiment pour le cash flow. Pour moi, c'est un, Mhm. c'est un critère qui me permet de me dire, je suis pas en train de me planter. Mais je comprends à 100% si ton but, c'est d'obtenir un revenu de la bourse. Parce qu'il faut l'avouer, la bourse, c'est pas le meilleur moyen, en fait, d'avoir un revenu. C'est 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 pas la norme et d'ailleurs, les entreprises, elles payent de moins en moins de dividendes. Dans les années Mmh. 80-90, il y avait, je sais plus, mais il y avait la majorité des boîtes qui versaient des dividendes. Aujourd'hui, c'est presque anormal de verser des dividendes et encore plus des dividendes, élevés et donc c'est réservé à certains secteurs et c'est ça qui me gêne un petit peu et tu vois, par exemple, le Mmh. covid, moi, je suivais deux trois investisseurs qui sont, on va dire, rentiers et donc qui vivent comme tu le souhaites de leurs revenus et il y a eu la tempête parfaite au niveau du Covid. C'est-à-dire que comme c'est très, très concentré sur quelques secteurs, le Mmh. Covid, qu'est-ce que ça a fait? Ça a éclaté les REITs, c'est-à-dire tous ceux qui sont investis dans les murs commerciaux, etc. Alors, bon, eux se sont fait éclater, les pétrolières se sont fait éclater, les magasins à la Carrefour, machin et tout, enfin, tu vois, tous ceux, enfin, eux encore ont bien tenu. Mais il y a eu pas mal, tu vois, Starbucks par exemple, enfin, tous ces trucs-là, il y a eu, il y a eu un peu la tempête parfaite qui a fait que bah, si tu investi qu'en dividendes, et que tu as laissé un peu de côté la tech, qui justement qui ne versait bah, c'est pourtant la tech qui a tiré tout le marché post-Covid, tu vois? Donc c'est pour ça que
bon, moi, de toute façon, diversifier, c'est un truc que Mmh. c'est une puce qu'on m'a mis sous la peau, il y a 20 ans, comme quoi il fallait être diversifié. Je peux plus, même si j'ai des convictions, je suis forcé maintenant d'être diversifié. Ça m'a trop sauvé la vie. J'ai vu trop de fois où je me suis planté, trop de fois des Mmh. événements inattendus et cetera et c'est pour ça que, je passerai un peu plus tard à enfin, quelques critères pour prendre ma décision et à la fin, admettons que je trouve une boîte super, je veux l'acheter et il y a un dernier critère qui est je fais la même chose que toi en fait, qui est: mais quel est le fit de cette valeur avec mon portefeuille? Est-ce que c'est pas un secteur qui est déjà surreprésenté? Et il y a parfois des valeurs, je suis pas hyper convaincu, mais je me dis: «J'ai aucune valeur, il me faut une valeur de ce Mmh. secteur», tu vois? Et je me force. Par exemple, je me force à avoir des bancaires et ça m'a aidé en début d'année d'avoir des bancaires, tu vois? Je me force à avoir au moins une boîte automobile, tu vois? Donc Mmh. j'ai du Mercedes, par exemple et je suis pas convaincu par l'automobile, c'est un secteur qui souffre énormément. Mais quand le marché bascule totalement d'un mode croissance à value, je suis content d'avoir les secteurs value parce que c'est des secteurs que personne ne veut, qui sont totalement décotés, et cetera. Puis c'est eux qui sauvent mon portefeuille et dedans, je vais avoir des valeurs à dividendes, par exemple. Et je suis content parce que ça sauve mon portefeuille. Mais à nouveau, ce qui me ferait peur, même si je comprends ta logique de dire que tu vas pas prendre une valeur qui ne verse pas de dividendes et quand tu veux aller te payer un sandwich, tu es obligé d'en vendre un bout et si ça se trouve, elle a perdu 30%, je comprends tout à fait. Mais ça, c'est une approche que j'aurai peut-être plus tard. Peut-être qu'une Mmh. fois à la retraite et quand je voudrais juste que ça paye, mon quotidien ou peu importe, peut-être qu'à ce moment-là, je basculerai sur une stratégie un peu plus similaire à la tienne. Mais Mmh. je vois pas pourquoi je ferais le job aujourd'hui d'allocation du capital. C'est-à-dire, je veux absolument qu'on me verse l'argent et après je choisis où le réallouer. Il y a des boîtes qui font ça très bien, Mmh. au sein de Absolument. leur propre, entreprise, quoi. Tu sais, pendant le covid, il y a peu de boîtes qui ont coupé leurs dividendes. Oui, Ça, le mais truc aussi. C'est le effectivement, on a eu peur pour certains REIT commerciaux, mais moi, j'étais pas investi dedans, là. Je me souviens plus du nom, mais il y a un gros américain, là, qui a plein de centres commerciaux et qui a pris quand même très cher. Mais ouais, il y a très peu de boîtes qui ont coupé leurs dividendes. Toutes les boîtes, Starbucks a continué à augmenter fortement son dividende, Realty Income a continué à l'augmenter, toujours autant, et cetera. Après, c'est reparti de plus belle et je pense que c'est beaucoup plus facile d'encaisser ces périodes où les marchés se cassent la figure. Après, ça mmh ça dépend effectivement à quel stade de l'investissement on est. Si on est à la retraite, peut-être qu'on serre les fesses dans ces périodes en se disant: «Ouh là là, ça j'ai peut-être fait des bêtises, et cetera». Mais au cours du parcours d'investisseur, bah, qu'est-ce qui se passe quand une entreprise se casse la figure dans cette période-là? C'est que le rendement augmente mmh et donc on se rapproche beaucoup plus rapidement de notre objectif de bénéficier du portefeuille. Mais mmh je comprends vraiment cette idée de la bourse, c'est pas le meilleur endroit pour avoir du rendement. mmh. Ça, je comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, tu sais, si on dit par exemple l'immobilier, c'est un endroit qui est mieux pour avoir du rendement, c'est plus difficile d'avoir rendement plus diversification. Parce C'est vrai. que en bourse, on l'a. C'est-à-dire que, enfin voilà, un retraité qui parie sur le fait que son locataire va le payer, et cetera, il peut se retrouver vite le bec dans l'eau. Alors que quand on est investi dans des boîtes à dividendes, enfin quand même, quand c'est suffisamment bien réparti, la diversification fait qu'on peut quand même encaisser pas mal de chocs. Et puis on a le temps quoi de se dire, ok, cette boîte donne des signes, voilà, un peu inquiétants. Et au pire, on se met dans des ETF à distribution et donc au bout d'un moment, ça peut aussi fonctionner. Mmh. Est-ce que ça te dit de déplier les critères que tu utilises pour prendre tes décisions d'investissement? Bien sûr. Alors, heu je vais faire ma section valeurs, dès maintenant, Victor, désolé, mais parce que sinon, Je t'en ça prie. perdra du sens tout à l'heure. Donc moi, ce qui m'amène énormément de valeur en bourse, c'est d'utiliser une checklist. Alors, la checklist, c'est souvent une fausse bonne idée. C'est-à-dire qu'on est tout fier, on met le truc et cetera, puis après on met des critères ou peu importe, des choses à vérifier et en fait, dans la vraie vie, on s'en sert pas. Et donc il faut vraiment, quelque chose qu'on utilise réellement. C'est-à-dire si ça doit être juste 3 critères, bah, que ce soit 3 critères. Tout comme toi, même si tu te dis pas forcément: «J'ai une checklist», enfin tu te le dis probablement, mais je sais que tu me les as dit, tu as déjà des Mmh. critères.
tu les connais, c'est très clair pour toi, tu as une stratégie d'investissement qui est claire, il y a des choses que tu regardes, la valorisation, la croissance du dividende, etc. Donc c'est ça que j'appelle une checklist, c'est pas forcément un truc avec 50 lignes. Et en fait, l'intérêt de cette checklist, c'est bien sûr de combattre le principal ennemi qu'on a en bourse, c'est-à-dire nos émotions. Il y a un copain qui me dit, il y a une super boîte de cybersécurité, de toute façon, tu es bien d'accord, se faire hacker son site, etc., c'est le principal problème de beaucoup de boîtes. Oui, c'est vrai, machin, et les cryptos, c'est le principal risque. Oui, c'est vrai, donc ça va forcément exploser la cybersécurité, regarde cette petite boîte et tout. Bon. Et après, c'est là où il faut avoir la force de se dire, OK, dans ma checklist, Absolument. j'ai capitalisation boursière minimum 500 millions, par exemple. Et la boîte, elle en fait 120. C'est forcément une boîte rentable. Ah ben, elle ne l'est pas, etc. Et c'est ça qui doit nous retenir. Et à nouveau, j'ai dit que la diversification m'a souvent sauvé la vie, en tout cas sauvé de l'argent. Et c'est pareil pour ma checklist. Mais bon, je vais y aller. Alors moi, c'est pas des critères stricts, c'est des choses que je Mmh. regarde. Je ne m'interdis pas d'investir dans une boîte, par exemple, de moins de 500 millions ou de moins d'un milliard, mais il faut vraiment que ce soit un truc canon pour que j'y aille. Donc parmi les choses que je regarde, c'est bien sûr le pays, etc., on en a parlé, le secteur évidemment. Ensuite, la compréhension du business. Ça, c'est un point qui est très important parce que, en fait, il faut voir que tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que si je comprends pas super bien le business, alors il faut vraiment que le reste, ce soit hyper canon. Et à l'inverse, si je comprends parfaitement le business, je peux me permettre qu'elle soit un poil plus chère, etc. Parce que Mmh. le risque que je me plante est beaucoup moins élevé. Donc, il vaut peut-être mieux que je paye un poil plus cher un truc que je comprends et je comprends les risques plutôt qu'une boîte qui me paraisse super décotée ou avoir une super croissance et en fait, je me plante complètement et elle est tout sauf décotée. Donc ensuite, une fois que j'ai noté un peu à quel point je la comprends et pourquoi, mais à l'inverse, il ne faut pas aller que dans des boîtes qu'on comprend. On Pourquoi? peut Parce que zoomer si un vous peu allez que là-dessus? ouais, pourquoi il ne faut pas aller que dans des, alors il y a des investisseurs comme Peter Lynch qui va vous dire, «Invest in what you know» et blablabla. Le problème pour moi si à nouveau, ce que j'essaie d'éviter dans mon portefeuille, c'est d'avoir des biais et si vous allez que dans des entreprises que vous comprenez, ça veut dire que c'est du B2C. Ça veut dire que c'est du business to consumer, ça veut dire que c'est des gens qui vendent à du retail. Et donc, vous allez avoir forcément un biais. Or, moi, je vais être investi dans du B2B. Et la plupart d'entre vous, vous l'êtes. On parle d'Air Liquide. Air Liquide, on ne va pas acheter sa bouteille d'oxygène chez Air Liquide. Pourtant, c'est une super boîte. Ça demande un tout petit peu d'effort de compréhension de la boîte. Qu'est-ce qu'ils font? Ah bah oui, qu'est-ce qu'ils vendent? Quel type de gaz? Comment? Puis quand on ouvre un petit peu ses yeux, on va voir la mamie à l'hôpital, on voit qu'il y a l'énorme bouteille d'oxygène à côté qui est Air Liquide, on voit de l'air liquide un peu partout, etc. On comprend un petit peu comment ça se passe. Et Air Liquide, c'est un bon business. Mais ce serait dommage de garder que des business qui vendent au retail, en fait. Par exemple, Amazon, bon, il se trouve qu'Amazon fait de la vente qu'on connaît, mais Amazon, le plus gros business, c'est celui qui rapporte de l'argent, c'est AWS, c'est la partie cloud. Et une boîte qui ferait que du cloud, mais qui n'aurait pas le retail, il faudrait quand même s'y intéresser. Le Mmh. cloud vendu aux entreprises. Donc moi, c'est pour ça, c'est plus dur de. Et ça, dans la compréhension du business, c'est des choses comme je me suis mis. C'est comprenez-vous les produits ou les services, comment Mmh. la société gagne de l'argent, c'est du B2C, du B2B, quels sont les types de clients. Parce que c'est bien de voir la santé de la boîte. Mais si ces clients sont des clients en mauvaise santé, ben on est mal. Donc ça, c'est bien important de comprendre qui sont les clients de cette boîte, qui sont les fournisseurs, comment elle se situe dans l'entreprise, dans l'industrie. Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est comme Intel, tu vois, quelqu'un qui est un peu largué, euh, etc. Quelles sont ses parts de marché? Ça, c'est pas forcément des choses faciles à trouver, mais voilà, qu'on peut trouver quand même. Ensuite, quand je parlais d'avantages compétitifs, un point qui est très important, c'est ce côté méga trend. Est-ce que cette boîte, elle est dans une industrie de méga tendance? Est-ce qu'elle va plutôt contre une de ces tendances ou est-ce qu'elle se fait porter par le flot? Donc, bien sûr, il y a la transition énergétique, le digital, le fait qu'on shift plus ou moins vers l'Asie, le vieillissement de la population, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à contre-tendance. Le meilleur exemple, c'est Total. Total, moi, dans cette partie méga tendance, Total est contre la tendance du moment qui est transition énergétique. Or, Total vend de l'énergie fossile en grande, grande, grande majorité. Donc, à nouveau, tout ce qu'on pense, c'est-à-dire que moi, je suis prêt à investir dans Total, la preuve, je le suis, mais comme c'est une boîte qui a contre-tendance, pareil pour les centres commerciaux, les centres commerciaux, ils sont vraiment à contre-tendance, les gens achètent sur Internet aujourd'hui. Donc, pour investir dans des centres commerciaux, pour moi, il faudrait vraiment que tous les critères soient ouverts.
Ensuite, j'essaye de classifier la boîte. Ça, c'est et dans mon suivi, parce que j'ai un fichier Excel dans lequel je fais mon suivi, je mets si pour moi, c'est mon sentiment, est-ce que pour moi c'est une valeur de croissance? Est-ce que c'est du GARP, c'est-à-dire croissance à prix raisonnable? Est-ce que c'est du value? Heu, Justement pour les ETF, je vais mettre que c'est de l'index, et cetera, ce qui permet d'avoir mon petit camembert avec Mmh. par style. Maintenant, si on rentre un peu plus du concret, l'actionnariat. Est-ce que c'est le PDG? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est des fonds? Est-ce qu'il y a des activistes qui vont venir et secouer un peu le cocotier? Là, je ne parle pas encore du management, hein. Le management, on y verra plus tard. Donc là, l'actionnariat. Est-ce qu'ils font des rachats d'actions? Avant, c'était bien vu. Maintenant, je reprends l'exemple de Meta, Facebook, qui a acheté des dizaines de milliards de ses propres actions à un prix qui maintenant paraît très élevé et qui à l'époque paraissait plus intéressant. Mais en tout cas, voilà, est-ce qu'elle fait des rachats d'actions? Ça, c'est pour mieux comprendre le business et la boîte elle-même. Ensuite, en gros, c'est le compte de résultat. Le compte de résultat, la première ligne en haut, c'est le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est la croissance. Est-ce que la boîte, elle a eu de la croissance dans le passé? Et puis, il faut comprendre cette croissance aussi, hein. Alors, vous allez vous dire, waouh, c'est compliqué son truc. Mais à nouveau, c'est si vous décidez de bien vous mettre dans une boîte et de bien la comprendre. Souvent, on a tendance à se dire, OK, la boîte a de la croissance, c'est bon. Mais la croissance, elle vient d'où? Est-ce que ce sont des nouveaux produits ou est-ce que ce sont des nouveaux marchés? Parce que c'est difficile. On parle de Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola, nouveau produit, c'est zéro. Ils peuvent pas trop lancer des produits. Enfin, ils vont en lancer, mais par rapport à la taille de la boîte, ça va être peanuts. Ça va jamais être visible en fait dans leur bilan. Est-ce que c'est des nouveaux marchés? Un petit peu. Ça, c'était l'ancien Coca-Cola qui allait en Inde, qui allait en Chine, etc. Mais aujourd'hui, ils ont saturé le marché. Donc on Ils ont voit, acheté Costa Café. ça peut être de la croissance externe, effectivement. Donc ensuite, toujours si la croissance, on peut essayer de détailler. Est-ce que la croissance du chiffre d'affaires, elle génère aussi de la croissance des profits, etc. Est-ce que la croissance, elle est stable ou non? On le voit tout de suite, hein, de toute façon, sur les courbes de croissance. Ensuite, je regarde la valorisation. Donc la valorisation, la première chose à faire, c'est quel ratio on prend. Parce qu'on a tendance à foncer vers le PER. Le PER, c'est pas mal, mais si vous comparez à d'autres boîtes, il faut parfois utiliser le PER, parfois il faut utiliser le EV sur EBITDA. Donc en gros, la valeur de l'entreprise, dette inclus. Enfin bon, là je vais passer un petit peu, mais si vous comparez des boîtes qui sont très similaires, qui ont le même endettement par exemple, vous pouvez utiliser le PER. Si vous essayez de comparer des boîtes qui n'ont pas le même endettement, alors il faut changer de ratio. Mais bon, globalement, l'idée ici, c'est de vérifier que je ne paye pas trop cher. Ensuite, je regarde les free cash flow parce que il y a des boîtes qui paraissent ne pas avoir beaucoup des earnings qui sont faibles, des résultats qui sont faibles, mais en fait, c'est des boîtes qui regardent, par exemple Amazon, tout ce qui l'intéresse, c'est le free cash flow. Ils ne parlent même pas de leurs résultats quand on écoute leur call ou quand on regarde leurs slides. Ils s'intéressent au free cash flow. C'est ça qui les intéresse, c'est le cash qui rentre. Ensuite, je regarde le ROI, ROIC, enfin tout ce qui est le return sur le capital. Un point très important pour moi, qui est souvent sous-exploité, je trouve, c'est les marges. Alors les marges, Ah ouais. déjà, il faut voir que c'est très sectoriel, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver, par exemple, je parlais de Mercedes, je n'ai pas les marges en tête, mais vous n'aurez jamais 40 enfin, à part si vous êtes Ferrari, vous n'aurez pas 40 de marge sur vos produits. C'est pas possible. Et c'est vrai que des Renault, et cetera, ils vont avoir des marges qui vont être minuscules. Ils vont avoir 3-4 de marge. Et plus on va dans le premium, plus on va avoir les marges qui vont augmenter. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas avoir les mêmes marges quand vous vendez une voiture que quand vous vendez un sac à Du main software. Vuitton, par exemple, ou du software, exactement. Mais pour moi, pourquoi c'est important aussi la marge? C'est super important. C'est parce que, un, ce fameux avantage compétitif, il est visible ici. Pourquoi est-ce Mmh. que Ferrari arrive à vendre avec 35-40 de marge? Et pourquoi Renault ne peut pas? Et pourquoi Mercedes, c'est un peu entre les deux? Et pourquoi Porsche, c'est entre Mercedes et Ferrari? C'est parce qu'un client, quand il va chez Ferrari, il veut une Ferrari. Mmh. Et il veut pas une Porsche. C'est tout. Il veut pas une Porsche, il veut pas une Mercedes. Quelqu'un qui va chez Renault, le prix pour lui, c'est capital. Et si le prix Mmh. est pas bon, il va peut-être acheter une Toyota ou une Peugeot ou autre chose. Ça, c'est le premier point. C'est l'avantage compétitif. Compétitif, on le voit dans la marge. Et l'autre point, c'est que quand on a 3% de marge, c'est notre marge de manœuvre. Ça veut dire que si les coûts augmentent de 3%, on est mort. Mmh. On ne peut pas se planter en fait. Ça veut dire que si on vend un petit peu moins que prévu,
vu qu'on a une grosse partie de coûts fixes, il y a des usines à faire tourner, ben, si on vend moins, si les volumes baissent, nos 3%, ça va passer à zéro, ça va être une perte. Alors que quand on a 40% de marge, ben, nos usines, elles sont payées, même si on vend beaucoup moins que prévu. Donc moi, les marges, c'est vraiment quelque chose que je regarde de près. Et puisqu'on est dans cet univers d'avantages compétitifs, après, moi, il y a toujours cet aspect, comme je le disais, de moat, désolé pour l'anglicisme, hein, Douve de protection. de douve de protection, voilà, d'avantages concurrentiels, on va dire. Et c'est bien d'essayer de les classer. Par exemple, vous pouvez avoir un effet réseau. C'est le plus connu, effet réseau, c'est Facebook, mais c'est aussi Visa Mastercard. C'est-à-dire que tu peux payer avec une Visa ou une Mastercard partout dans le monde aujourd'hui. À nouveau, quelqu'un qui arriverait et qui voudrait faire la carte Victor Ferry, bah, c'est hyper compliqué Hmm. à mettre en place. Il y a aussi bon, la puissance de la marque, il y a plein de choses, hein. Je regarde petit peu ce que j'ai mis. Il y a les coûts de transfert, ça c'est génial. Les coûts de transfert, c'est le cloud, c'est les comptes bancaires et tout ça. Pour changer, moi j'ai des gigas et des gigas j'ai mon cloud chez Apple. Je suis pas hyper satisfait, d'autant plus que je suis quasiment tout sur PC, c'est terrible, enfin à part l'iPad et mes téléphones. Euh, mais c'est un cauchemar de transférer. Ouais. Et pareil pour les C'est un comptes bancaires. écosystème. C'est un écosystème, exactement. Ça, c'est des super. Tout ce qui est récurrent aussi, tout ce qui est abonnement. Et c'est pour ça que Microsoft, c'est génial. Quelle boîte va lâcher son abonnement bah, eux, déjà, ils ont du cloud avec donc des coûts de transfert monstrueux, enfin des switching costs, coûts de transfert, voilà. Et puis de l'autre côté, ils ont cet aspect récurrent, etc. Tu es obligé, bah, quand tu envoies. Tu es obligé de communiquer par fichier Excel, Word, etc. Dans le business, fichier PowerPoint, tu peux pas ne pas installer ça sur Mais ton c'est PC. pire que ça, Microsoft. Mais Microsoft, c'est pire que ça parce que imagine, tu as envie Canva. On prend l'exemple de Canva, Mhm. là, le petit logiciel pour pouvoir faire des belles miniatures, etc. Exactement. Ben, si Microsoft dit ah ok, bah, je vais faire un truc un peu plus pourri, mais je vais l'intégrer dans le pack Office. Mhm. Les entreprises, elles vont pas avoir Canva plus pack Office. Elles vont avoir le pack Office. Donc là, on sent vraiment ce que ça veut dire le mot, c'est que tu peux pas te lancer, tu peux pas tester parce que Mhm. eux, ça va leur coûter une fraction du prix. Et au pire, si vous êtes bon, bah ils vous achètent et puis ils vous diluent dans leur. Enfin, qu'est-ce que tu vas concurrencer ça? C'est vrai. Et tu vois, je suis en train de regarder. Voilà. À une époque, tu vois, dans les boîtes dans lesquelles j'étais, on utilisait Snagit pour faire des copies, des captures d'écran, tu vois. Et d'ailleurs, je l'utilise quand je dois prendre des vidéos. Mais bon, bref. Et là, dans Windows, puisque moi j'ai Windows, il y a le snipping tool, tu vois, qui fait exactement la même chose. Mais effectivement, pourquoi tu vas te mettre ou à une époque, tu sais, tu avais les WinZip, etc., Mhm. pour te compresser, décompresser les fichiers. Mais moi, je décompresse mes fichiers avec Windows. Pourquoi j'irais payer un petit. Et tu as complètement raison. Dès qu'ils intègrent quelque chose à leur produit, certaines fois, c'est le browser interne, c'est enfin tout cet écosystème, c'est terrible quoi. Donc oui, il y a plein d'avantages compétitifs. Qu'est-ce que j'ai Euh, Ouais, bon, il y en a plein. Et ça peut être la distribution, hein. Coca-Cola, ils arrivent à livrer pour pas cher des bouteilles dans le désert, des bouteilles de Coca-Cola. Vous pouvez essayer de concurrencer et de mettre à Paris dans des petites boutiques un peu hype votre boisson bio, tu vois. Ça peut marcher, mais vous n'allez jamais avoir votre boisson qui va être dans le monde entier comme à un coût dérisoire comme Coca, hein. Il y a la réglementation aussi dans les avantages compétitifs, c'est qu'il y a des secteurs Ouais, il y a où des pour monopoles, rentrer, il faut se faire accréditer. Ouais. bien sûr, la Française des Jeux, ce genre de choses, ouais. Après, ça peut être terrible, hein, comme EDF, hein. Française des Jeux, l'État est actionnaire, mais c'est peut-être la seule boîte dans laquelle l'État est actionnaire et qui a justement un avantage concurrentiel du fait de la réglementation qui est dément. Après, un Mhm. point, tu vois, par exemple, quand tu regardes le PR, là, j'ai marqué trésorerie. Mais le PER, c'est là où tu vois que c'est stupide à utiliser seul. Si tu as deux boîtes qui ont le même PER, mais tu en as une qui a un trésor de guerre de 50 milliards que l'autre n'a pas, ou pareil sur l'endettement, ça fait aucun sens, quoi. Mhm. Après, un point énorme, c'est est-ce que c'est une boîte familiale ou non? Et dans familiale, bien sûr, je mets si les fondateurs sont encore au pouvoir, hein. J'inclus bah, la plupart des boîtes de tech qui ont encore le fondateur à leur tête là-dedans. Tu vois, Tesla, c'est Elon Musk, mais je considère que c'est une boîte familiale puisque c'est le fondateur qui est encore à la tête. C'est encore mieux, hein. Ou globalement, à quel point, comme on en parle régulièrement, les dirigeants ont du skin in the game, à quel point ils ont leur fortune investie dans la boîte, ce qui est très rare en fait, hein. Ils ont des stock options, etc. Mais
Le PDG de Mhm. Total, il part ailleurs demain, il s'est fait son pognon sur Total, il va en faire ailleurs, mais que ça gagne ou que ça Mhm. gagne pas, il a l'argent qui rentre, hein. Mhm. Après, il y a une partie qui est importante, je vais la détailler sans la détailler, mais à la limite, si vous deviez faire qu'un seul travail, si, ça vous saoule, les chiffres financiers, ça vous connaissez pas et cetera, il y a un point qui peut vraiment vous faire du bien, c'est de penser à tous les risques et en fait, à tout ce qui peut donc là, je vais vous dire moi ce que j'ai noté, hein, la diversification produit, diversification client. Par exemple, Mhm. à un moment, l'année dernière, j'ai investi dans Align Technologies. C'est une boîte qui fait des produits dentaires, hein, en fait, genre une gouttière transparente, et cetera. Donc c'est hyper tentant pour les jeunes, pour tous ceux qui veulent avoir, soit des produits dentaires, qui sont, invisibles. Le problème, c'est qu'ils sont monoproduits et en Mhm. fait, au moment où j'ai investi là-dedans, j'avais pas tilté. C'est tout bête, hein, j'avais pas fait le boulot. C'est comme tu dis, Mhm. j'ai mis une petite somme et cetera. Puis à un moment, je me dis: «Bah, je vais quand même regarder un peu la boîte». J'ai vu ça, je suis sorti direct. Mhm. Voilà, monoproduit à ce point-là et ça peut être monoproduit, le pack office plus, maintenant Microsoft n'est plus monoproduit, mais il y a monoproduit avec, Windows, pack office et cetera et puis il y a monoproduit à vendre un seul produit, dentaire, hein. C'est quoi le plus gros risque là? C'est de se faire disrupter par quelqu'un qui fait le même truc moins cher? Ou c'est... Oui, ça peut, mais ça peut être tout simplement un pépin. On oublie souvent, mais un pépin, je sais pas, technique, une plainte, il y a quelqu'un qui a eu un moment qui a eu un cancer de la gencive à cause de ça, tu vois? C'est Et ils peuvent plus le dans produire et donc oui, il y a Ah plus bah, c'est zéro ouais, fini. ouais. C'est Mhm. ça qui fait peur, c'est que c'est totalement le business s'arrête, en fait et Mhm. si tu veux, c'est juste une question de risque. C'est Tu as une boîte qui a ça, un produit par midi, c'est ce produit doit s'arrêter, soit comme tu dis, parce qu'il est disrupté, soit parce qu'il a un problème. Bah, la boîte, elle va perdre 20 si elle est diversifiée Mhm. ou elle va perdre 90 si elle l'est pas. Oui, oui. Après la cyclicité, ça c'est important, à quel point c'est cyclique, non cyclique. Tu le disais tout à l'heure pour BlackRock, mais tu vois, BlackRock, j'ai mis autre chose parce qu'après, j'ai mis risque de taux d'intérêt, ça c'est pour les banques, risque Risque réputation, scandale. oui, ça je l'ai mis plus loin, mais tu vois, le risque de marché, ça je l'ai mis par exemple pour Robinhood, je l'ai mis pour KKR, Apollo, Amundi, BlackRock, parce que on sait très bien comment les ETF gagnent de l'argent, hein, c'est un pourcentage des sommes investies. Donc, quand le marché perd 30%, BlackRock, il gagne 30% de moins. C'est mécanique, si tu veux. Euh, et c'est pareil pour Robinhood. Robinhood, ils sont morts parce que les clients passent plus de transactions. Mhm. Et, et en plus, le marché est baissier, vu que c'est un pourcentage. Enfin bon, bref, ils se font avoir des deux côtés, eux. Et ouais, concentration client, ça aussi, parce que j'ai parlé des produits, mais il peut y avoir. Souvent, on s'en rend pas compte dans des trucs comme les semi-conducteurs, dans Ouais. toutes ces boîtes et c'est là où le B2B c'est dangereux, parce que tu vois une super boîte qui produit des semi-conducteurs, puis tu te rends compte qu'en fait ils vendent 40% à Apple pour faire Mhm. les iPhones. Et donc le jour où Apple dit moi je veux plus acheter mes puces chez tel truc, mais je vais changer pour tel autre, tu vois. C'est le moment où j'ai vendu Intel. J'ai vendu Intel quand Apple a dit bah maintenant on va faire nos propres puces et je me suis dit mais en fait ça tient à Exactement. rien leur truc. Après, potentielle fraude comptable. Alors ça paraît aberrant comme ça, mais tu vois, Solution 30, par exemple, qui est une boîte qui était bien aimée des petits boursicoteurs français qui aimaient le risque. Bon, bah, quand tu sais que tu as des doutes là-dessus, et Mhm. j'avais fait une vidéo sur Solution 30, et il y a quelqu'un qui m'écrit, il y a quelques jours, la vidéo, elle doit dater de 2 ans, qui m'écrit, oui, mais moi j'en ai acheté parce qu'elle est pas chère. Elle est valorisée pas cher. J'ai pas Mais répondu, mais j'avais envie de dire, pourquoi? mais si les comptes sont trafiqués, quelle est la notion de pas cher? Tu vois? Ça n'a aucun sens. En fait, ça veut dire que tu fais confiance aux comptes, donc tu pars du principe que les comptes sont bons. Mais si les comptes sont bons, effectivement, c'est pas. En fait, c'est dans des cas comme ça, c'est pas une notion de valorisation ou pas valorisation. Et un peu sur le même genre, il y a est-ce que le bilan est complexe ou non? Par exemple, Prosus. Prosus, je sais pas si tu connais, c'est une boîte hollandaise et qui en fait a pour caractéristique principale d'être un énorme investisseur dans Tencent, donc le géant chinois. Donc, il y a pas mal de Français qui sont investis dedans parce que ça te permet d'avoir, dans une boîte qui est éligible au PEA, d'avoir une boîte qui bouge comme une action chinoise, vu qu'ils ont mais un énorme pourcentage de Tencent. Mais le problème, c'est que comme c'est une boîte, je crois que c'est la boîte qui a créé Naspers, etc., puis après, ils ont racheté plein de trucs, tu regardes le bilan ou la structure de la société, c'est des centaines de filiales et tout, c'est incompréhensible. Donc voilà, bon, j'allais dire j'en ai pas, mais c'est faux, j'en ai une petite partie. Mais j'ai jamais mis. En fait, c'est typiquement le cas où j'ai mis pourvoir.
et je suis jamais allé plus loin parce que pour moi, c'est illisible. Ils peuvent Mhm. planquer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sur les comptes, je serais totalement aveugle. Et puis le risque réputationnel, tu as raison. Et par exemple, on peut revenir sur Total. Le risque réputationnel quand tu es sur Total ou quand tu es sur une boîte de software, il n'a rien à voir. Total, on sait Ouais. très bien qu'il peut y avoir à n'importe quel moment une fuite de pétrole qui va faire une marée noire monstrueuse, qui va être dans un pays africain. On va voir des images qui vont être terribles. L'impact psychologique, en fait, va être Ah terrible. mais software, tu sais, les fuites de données, Oui ça leur aussi, prend tu as au nez à raison. chaque fois, hein. Tu as raison. C'est un gros problème. Tu as raison, c'est un très bon point. Ouais. Ouais. Donc voilà, tous ces risques, j'en ai noté pas mal. Bon, je ne vais pas passer trop en revue. Bon, après, il y a des critères ESG. Et je reviens sur mon dernier point, et comme ça, j'aurai terminé sur ma checklist. Mon dernier point, c'est est-ce qu'il y a des achats alternatifs? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes qui sont dans le même domaine, qui sont très proches? Si je fais Danone, ça vaut le coup quand même d'aller voir Nestlé ou d'aller voir d'autres boîtes. La corrélation avec mes autres titres, parce que si c'est une corrélation qui est faible, voire négative, bah, c'est Mhm. sûr que même si la boîte est pas géniale, je suis peut-être content d'en avoir malgré tout. Enfin, l'or va souvent tomber dans cette catégorie. C'est que quelqu'un qui est pas fan de l'or, il peut quand même en mettre dans son portefeuille en se disant, bah, au moins, en théorie, ça va me protéger pendant des cracks. Et puis, voilà, en fait, à quel point elle va diminuer le risque de mon portefeuille ou est-ce qu'elle va juste s'additionner aux autres. Et donc, pour revenir pour faire un petit, parce que là, je suis vraiment passé au sein de la checklist de ce que je regarde, mais donc moi, je cherche des boîtes qui ont quand même de la croissance. C'est pas mon problème principal, mais j'en veux. J'en veux toujours, même un Mhm. tout petit peu. Je veux des boîtes rentables, ça c'est certain, que je paye pas trop cher. Donc c'est pour ça que je passe à côté des bulles, mais je passe aussi à côté des boîtes qui font x10, c'est clair. Quand elles font x10, moi j'espère prendre la fin quand elles ont déjà fait x5, elles vont encore doubler. Bah, moi c'est ça que je vise. Je vise pas le x10, je vais plutôt viser le x2, on va dire. Mais mon risque, il est très largement divisé par 5 en prenant que ces boîtes en fin de croissance, on va dire. Donc je ne disais pas les payer trop cher. L'endettement, je le regarde toujours et je préfère passer une boîte. Il y a suffisamment de boîtes dans le monde pour pas aller sur de l'endettement. Les marges, pour moi, c'est super important. Et puis, j'ai besoin d'avoir confiance dans la boîte, dans ses produits. Et Mhm. toi, tu l'as par les dividendes. Moi, je l'ai par la dépendance qu'ont les clients à cette boîte. Ce fameux avantage concurrentiel, c'est ça qui me fait dire quand je vois des boîtes qui se font massacrer en ce moment et je me dis oui, mais les clients, s'ils veulent faire de la pub sur le web, ils sont obligés de passer par Alphabet. Quand je vois le succès de Mhm. YouTube, oui, YouTube, c'est pas un énorme contributeur aujourd'hui chez Alphabet parce que voilà, la galaxie d'Alphabet, c'est pas que Google, il y a YouTube, il y a d'autres choses. Et c'est ce qui me fait dire, oui, voilà, on est dans une période de baisse, mais moi, c'est pas les dividendes d'Alphabet qui me font tenir, c'est à quel point on est dépendant, tous, et les boîtes en particulier, on est dépendant de ce type de produit. Absolument. C'est la seule boîte qui ne verse pas de dividendes dans laquelle je suis Ah, investi, Alphabet parce que, voilà, j'essaie de ne pas être non plus, tout à fait, radical dans mes positions. Le dernier chapitre que j'aimerais qu'on ouvre, c'est là, on a parlé un petit peu de comment est-ce qu'on sélectionne des entreprises, les choses qu'on regarde. Je voudrais qu'on parle un petit peu de la gestion, tu sais, du mhm, portefeuille. Concrètement, à quoi ça ressemble? Moi, pour te dire, il y a des choses que je vais faire tous les 6 mois. Donc d'accord. les choses que je vais faire tous les 6 mois, ça va être regarder l'équilibre de mon portefeuille à 3 niveaux. Le Mhm, premier niveau, c'est équilibre action ETF. Le deuxième niveau, c'est équilibre en termes de secteur. Donc je regarde si, bah voilà, c'est pas, enfin de toute façon c'est un peu disproportionné mon portefeuille parce que la tech est plus importante que le reste, mais je me demande est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses un peu délirantes et est-ce que je ferais pas mieux de me fixer un objectif de réorganiser tout ça. Et puis la dernière chose que je regarde, c'est mon allocation en termes de mes trois thèses en gros. C'est cette entreprise, ces types d'entreprises sont là pour m'apporter de la croissance. Ces mhm, entreprises sont là pour avoir une croissance tranquille et un rendement tranquille. Ces entreprises sont là pour me donner du vrai rendement. Et donc j'essaie d'avoir un équilibre entre ces différentes positions. Et si je vois que je me suis fait trop avoir dans mes achats réguliers, que j'ai trop penché dans une direction, bah ça mhm, me remet un coup en me disant non, maintenant tu vas faire un petit peu plus attention à ça. D'ailleurs, récemment, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que je n'achetais que Microsoft, Apple et Google. mhm. Et je me suis dit non, mais il va falloir un petit peu te forcer, même si ça a l'air moins intéressant, à acheter un peu bah, des boîtes dans les matières premières, des boîtes dans l'énergie, des boîtes dans la consommation de base, pour pouvoir rééquilibrer un petit peu tout ça.
Mmh. C'est aussi simple que ça, moi, la supervision comme ça pour voir un petit peu l'équilibre de mon portefeuille. Donc c'est à peu près une fois tous les 6 mois et ça me prend une demi-heure par critère. J'imagine que toi, tu es sur quelque chose de plus compliqué ou comment est-ce que tu Pas gères tant que ça? ça. En fait, moi, je garde en tête que moi, ayant une approche fondamentale, on l'a vu avec ma checklist, hein. Dans ma checklist, vous voyez pas, est-ce que la tendance du titre est haussier? Est-ce qu'on est loin d'un support? Machin et tout. Il y a 0 de ça dans ma checklist, hein. Donc pour moi, ce ne sont pas les critères qui rentrent en compte. Après, évidemment, si toute l'analyse fondamentale reste la même et que le prix descend, bah, la valorisation va être plus attractive. Donc, vu que je suis basé sur les fondamentaux, toutes choses égales par ailleurs, j'ai intérêt à ce que le cours baisse. Malheureusement, en général, quand le cours baisse, il y a d'autres, mais pas tout le temps, il y a des choses derrière. Mais donc, moi, en fait, mes 4 moments de l'année qui sont vraiment importants et pour lesquels, hors événements exceptionnels, je dois quand même avoir un œil, c'est les annonces de résultats. Mmh. Parce que c'est en fait, vu que mes critères sont fondamentaux, logiquement, c'est ça qui doit me faire changer d'avis. Et c'est s'il n'y a pas eu d'annonce de résultats, d'annonce de rachat, de perte exceptionnelle, etc., en soi, les mouvements de marché qui ont eu lieu entre-temps, ils sont là que pour me dire, bah, c'est potentiellement un moment de prendre un peu de profit ou de renforcer parce que c'est pas cher. Mmh. Après ces annonces de résultats, il y a une partie de moi qui me dit: «Si tu étais sérieux, tu devrais écouter toutes les annonces de résultats, et cetera». La réalité, c'est que, bah, on parlait à quel point je connais le business ou non. Il y a des boîtes, et on n'arrête pas de les mentionner, c'est les gros paquebots, et cetera. Bon, j'ai pas besoin de, si les résultats de LVMH, ils sortent, encore une super croissance, encore ci, ça, machin et tout, voilà, j'ai envie de dire, je suis habitué, il y a des boîtes comme ça qui ont qui créent des super résultats depuis des années. Il n'y a pas de raison que j'écoute Bernard Arnault parler pendant des plombes. Même chose, tu vois, sur les mastodontes, bon, Microsoft, voilà, résultat un petit peu décevant, et cetera. Je vais jeter un coup d'œil, je vais lire la news si tu veux, ou rapidement, mais je ne vais pas aller, plus que ça. Après, quand il y a des déceptions, quand il y a des choses comme ça, là, je vais aller écouter. Quand il y a des boîtes qui sont, heu dans des ruptures, je prends par exemple Meta, donc la maison mère de Facebook. Facebook, on dit toujours Facebook, mais il faudrait quand même dire Facebook Insta, vu le succès d'Insta par rapport à Facebook. Là, par exemple, c'est une boîte que je surveille. J'ai pas une grosse position. Je suis pas, enfin bon, j'ai fait des allers-retours sur Meta, parce que ça a d'abord été une boîte de croissance, puis ce n'est plus une boîte de croissance. Forcément, avec 3 milliards d'utilisateurs, il y a un moment, on peut plus considérer ça comme une boîte de Mmh. croissance. Après, l'RBC, c'est devenu presque value, presque pas cher, etc. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui a investi dans Meta, il doit écouter pour moi, écouter ce que dit Zuckerberg lors des annonces de résultats? C'est que c'est qu'il avait une certaine boîte, il a voulu la transformer en Mmh. métaverse, hein, elle porte bien son nom. Il claque X dizaines de milliards par an là-dedans. Ça marche pas. Je veux dire, il faut le surveiller, ça. Est-ce qu'il va continuer à faire des dépenses délirantes dans ce truc-là? Ou est-ce qu'il va se dire à un moment, bon, j'ai une vache à lait magnifique, qui est Facebook, Insta, etc., où je peux vendre de la pub, même si c'est très compliqué par les mesures qu'a mis Apple, et ça c'est des vraies choses qui ont fait du mal à Facebook, enfin à Meta. Donc ça, pour moi, il y a les chiffres, OK, les chiffres sont décevants, mais moi, ce qui m'intéresse, si je dois à un moment renforcer Meta ou pas, c'est de savoir Zuckerberg, il va où? Est-ce qu'il Il va va se faire virer. continuer? Il va se Ouais, non, mais c'est intéressant. Est-ce que moi, je crois pas au métaverse de Facebook, mais je crois à ses cash flows. Donc, donc, si pour moi, à un moment, Metaverse, pardon, Zuckerberg dit, voilà, j'ai déconné, en fait, on va arrêter, c'est ce qu'il fait un peu, hein, il dit, bah là, il a changé le patron du Metaverse, il vire des gens et tout. Pour moi, c'est une super nouvelle pour Facebook. Ce que j'adorerais, c'est qu'il vire tout le monde dans le Metaverse, qu'il laisse tomber, qu'il arrête l'hémorragie de cash, et on va se retrouver avec une boîte qui fait partie de ces boîtes matures, qui n'ont pas une croissance énorme, etc., mais qui sera donnée, qui sera pas chère. Parce que là, il Dividende. a baissé, Ce sera ouais, l'heure du potentiel, dividende. exactement. Donc voilà, il y a des moments où là, j'ai des choses que je veux suivre. Et puis il y a des boîtes qui sont plus compliquées. Typiquement les boîtes que je comprends moins. Et ces boîtes-là, ça vaut le coup pour moi d'écouter les résultats parce que j'en apprends toujours un petit peu plus. Mmh. Bien Et par sûr. exemple, une des boîtes que j'aime bien parce que je suis dedans depuis des années, et cetera, j'en avais déjà parlé, c'est Investor AB, qui est une holding suédoise qui gère l'argent de la famille, je ne sais plus, Wahlberg ou je ne sais pas quoi, depuis les années 1920. J'aime bien ce genre de structure où ils sont là avec l'aspect vraiment, l'aspect family office. En fait, c'est un mini family office qui est coté, c'est un peu le Berkshire Hathaway européen. Et donc, ils ont plein de boîtes, surtout dans la medtech, etc. Ils ont plein de boîtes qui sont non cotées,
Leur bilan, il a aucun sens parce qu'ils sont dans des boîtes cotées, dans des boîtes non cotées. Ils font aussi du private equity. Donc, c'est important. En plus, voilà, ils ont ce côté suédois qui est super sympa et rassurant. Ils sont carrés, ils gèrent bien. Donc, moi, c'est une boîte, je me fais le devoir d'écouter à chaque fois les résultats parce qu'ils expliquent un petit peu telle boîte qui fait des gants en latex, et ben, ils ont un peu moins performé. Et j'apprends un petit peu plus à connaître cette entreprise et surtout leurs dizaines d'entreprises sous-jacentes. Alors que voilà, que je disais des boîtes comme Total, etc. Bon, les résultats, tu les écoutes d'une oreille et puis Mhm. voilà. Donc moi, ça fait partie de mon suivi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que bah, de temps en temps, il faut revoir un peu son allocation. Et un peu comme toi, je pense qu'on fait la même chose, c'est-à-dire que je vais moins vendre que rajouter à des endroits différents. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que tu gères. Toi, tu vas pas forcément réallouer, c'est que tu dis, bah là, mes prochains achats, ils vont plutôt être Voilà, c'est ça. dans tel domaine. Ça m'arrive de vendre et là je me pose une question de vendre, Archer Daniels Midland, tu sais? Mhm. C'est une entreprise sur laquelle j'ai fait 120%. Donc mais tu vois, c'est des petites sommes. Donc ça veut dire que j'ai 1 000 € investis dedans et Mhm. ça m'a rapporté, enfin là, la valeur, c'est quelque chose comme 2 200. Et là, dans des moments comme ça, je me dis: «Oui, là, le crise des céréales et cetera, est-ce que ça vaut pas le coup de vendre la moitié pour le remettre ailleurs?» Et en général, je finis par me dire: Non, laisse-la courir, tu sais pas, autant renforcer d'autres positions et cetera». Mhm. Donc en fait, que les gens comprennent bien, moi, j'ai pas de position de plus de 5 000 €. Mes plus grosses positions, c'est des positions où j'ai 5 000 €. Donc ça veut dire que je vais pas prendre trop de temps à suivre les résultats. Ce que je fais, c'est que des fois, dans mon portefeuille, il va se passer des anomalies. Donc, une boîte se prend 10% en moins, ou alors elle se prend 10% en plus, et c'est ça qui va m'amener à chercher l'information. Je vais partir de ça pour me Mhm. demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais regarder pour être sûr que je comprends bien ce qui s'est passé, et je vais me demander, est-ce que ça change quelque chose? Et très souvent, je me dis, non, en fait, ça change rien, mais ça peut arriver que je me dise, oula, là, c'est peut-être, voilà, typiquement, oui, je vais regarder les résultats en fonction des choses qui ont beaucoup bougé, et j'ai quelques boîtes qui tankent vraiment pendant les périodes de résultats, et la plupart non, donc je vais passer à autre chose. Je fais quelque chose par contre qui est beaucoup plus régulier, mais ça je le fais aussi parce que je crée du contenu en fait. Donc il faut bien comprendre que là ce que je vais dire, c'est parce que ça me permet de partager des choses avec le public, et sinon peut-être que je le ferais pas. J'aime bien me faire un top et un flop de la semaine. Mhm. C'est-à-dire que une fois par semaine, je vais prendre mon portefeuille et je vais regarder les 3 positions qui tirent le portefeuille vers le haut, les 3 positions qui tirent le portefeuille vers le bas, et ça, je vais essayer d'en tirer des informations pour, ma décision d'investissement de la semaine. Parce que j'investis, 1 fois par semaine, et donc, soit ça va être des décisions d'investissement du type: «Celle-là, ça a quand même, beaucoup baissé, mais, ça m'inquiète pas, donc je vais en profiter pour renforcer». Ça peut être des décisions du type, ça a vraiment monté et ça veut dire que c'est un moment pour sortir de cette position parce que j'y crois pas sur le long terme. Ou alors ça va être tout simplement de me demander, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette entreprise qui est en train de tirer mon portefeuille vers le haut, est-ce que c'est la fonction que je lui avais donnée au départ? Donc, si j'ai une foncière qui commence à faire, du plus 20% et cetera, je me dis: «Non, en fait, c'est pas une boîte de croissance, donc je vais peut-être avoir tendance, à sortir pour acheter une boîte qui est un petit peu moins cotée». Et donc ça, c'est quelque chose que je vais faire, toutes les semaines, mais c'est vraiment pour savoir un petit peu la dynamique de mon portefeuille, et pour prendre ensuite, sur la base de ça, des décisions d'investissement. Juste pour savoir, est-ce que tu investis régulièrement? Comment est-ce que tu investis? Est-ce que tu investis en fonction de tes recherches, ou alors est-ce que tu as une ligne directrice du type: «J'investis à tel intervalle»? Hem, Concrètement, aujourd'hui, je me force à investir tous les mois. Enfin forcer, voilà, vous avez compris le truc. C'est-à-dire tous les mois, je me dis, bah, je regarde combien je peux investir. Après, c'est vrai que, ayant avec le temps des portefeuilles qui ont grossi, c'est vrai que ce que je mets tous les mois, si tu veux, et c'est bon signe, hein, avec le temps, Ça change rien. l'impact est voilà, l'impact est très, très faible. Donc c'est vrai qu'aussi pour réorganiser mon portefeuille, parfois ça va pas suffire, juste de prendre un, 2 ou 3 mois. Donc je vais être obligé de réallouer en vendant et en rachetant.
Mais aujourd'hui, j'investis J'investis plus beaucoup tous les mois, mais c'est aussi une notion de capacité d'épargne parce que moi j'ai changé de vie, donc j'ai eu énormément d'investissements dans l'immobilier. Donc il a fallu d'un certain côté que c'est pour ça que je dis que je me force à me dire: «Bah, j'ai une capacité, je me maintiens une capacité d'épargne plutôt que de garder de l'épargne de précaution», et surtout dans ces moments où les marchés tanguent et cetera, où j'ai vraiment envie de continuer à lisser sur des prix qui sont intéressants. Donc là, je continue à investir tous les mois. Mais d'un autre côté, oui, comme je disais, j'ai déjà une bonne partie de mon patrimoine qui est en bourse. C'est pas ce que de mettre un petit montant tous les mois qui va exploser. Parce que c'est aussi que mes revenus, ils viennent aujourd'hui principalement de l'immobilier et que comme je suis en train de finir ma maison, je dois finir encore un dernier appartement, et cetera, je serai beaucoup plus stable dans environ 1 an et je vais retrouver plus de capacité d'épargne enfin, ouais, capacité d'épargne, d'investissement dans 1 an. Donc ça dépend aussi des moments où on est dans la Mmh. vie. Quand j'avais des revenus plus élevés, il y a 3-4 ans, bah, c'était plus facile. Donc ouais, ça dépend. Là, en ce moment, je suis plutôt en creux, mais je continue à investir tous les mois, ouais. Mmh. Et la dernière chose que je voulais voir sur la gestion du portefeuille, c'est, moi donc je compare ma performance par rapport au SP500. Ça veut Mmh. dire que un jour, j'ai mis mon portefeuille et le SP500 en base 100 Très bien. et régulièrement, je regarde, bah, voilà au cours de la semaine, au cours du mois, qu'est-ce qui s'est passé sur le SP500, qu'est-ce qui s'est passé sur mon portefeuille, et en fait, la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce qu'à très long terme, j'ai, envie de voir à quel point je me fais larguer ou pas par le SP500, Mmh. et je le fais publiquement parce que je sais que comme ça, j'aurai j'aurai l'humilité nécessaire à si je me fais trop larguer par le SP500, je me dirais: «Bah, voilà, bah, je vais surtout acheter le SP500, ça sert à rien de m'agiter dans tous les sens pour arriver à ce résultat». Pour le moment, je suis devant, mais Mmh. c'est beaucoup lié au taux de change. En fait, Mmh. c'est évidemment lié au taux de change, le fait que je sois au-dessus du SP500, et ça me permet, c'est assez amusant, et ça, on en avait déjà parlé et tu avais raison, c'est que mon portefeuille a tendance à moins se crasher quand ça baisse et à prendre moins de hausse quand ça monte par rapport au SP500, et c'est assez logique, en fait, parce que j'ai un rendement qui est plus élevé que celui du SP500, et donc Exactement. je garde le SP500 en ligne de mire pour vraiment me dire bah, à quel point, quand tu fais du stock picking, tu es en train de t'illusionner. Enfin voilà, parce il faut pas jouer contre son camp. Mais il y a quand même un truc qui est assez fou dans le stock picking, c'est que tu as vraiment des positions qui font plus de 100%. Mmh. Ça arrive, et il y a l'impression que des fois, tu peux faire des paris qui marchent et qui embarquent tout vers le haut et qui annulent toutes tes erreurs, et c'est ça qui me donne confiance dans le fait que ça va être possible de surperformer mon indice, mais en tout cas, je le saurai. C'est pour ça que je le Mmh. mesure toutes les semaines, c'est que je saurai si je me raconte des histoires ou pas. Parce qu'avoir son portefeuille en plus-value, bah, c'est gentil, mais il y a cette notion de coût d'opportunité qui est super importante. Ça se trouve, on serait beaucoup plus en plus-value si on avait simplement investi dans l'indice. C'est important pour toi ça? Oui, pour moi, Ouais? j'ai à peu près la même approche que toi. Moi, je suis, mes comptes sur Excel. Comme j'ai plusieurs comptes différents et cetera, donc moi, je suis sur Excel. Je fais pas des mouvements non plus, tout le temps, donc les cours, ils sont à jour. Il y a 15 minutes de retard, hein, dans Excel, donc j'ai mes cours qui sont refresh, 15 minutes de retard, j'en ai rien à faire. Donc je surveille ça, et ce que je fais, en fait, la même chose que toi, sauf qu'au lieu de prendre le S&P 500, je prends le MSCI Monde, et au lieu de le prendre en dollars, je le prends en euros. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est la même chose que toi. Pareil, base 100, il y a un certain temps, mais j'ai pris, pour que ce soit plus simple, un ETF. Donc j'ai pris le CW8, hein, le Amundi, World, qui est coté en euros, donc ça, je Mmh. m'embête pas en termes de change. Je prends pas en compte les dividendes, donc c'est ce qui a tendance, parfois à me attends, je dis que je prends pas en compte, non, c'est faux. Non, c'est faux parce que les liquidités, je les mets pas à jour, mais au bout d'un moment, elles sont réinvesties, donc ça revient dans mon portefeuille. Donc au final, non, non, ça doit être bon. Hem Et en fait, pourquoi le MSCI Monde et pourquoi en euros? Parce que, tu vois, par exemple, toi, tu investis principalement aux États-Unis. Mais ça, c'est un choix, en fait, d'investir aux États-Unis, et ça, j'ai tous les choix que je fais, j'ai envie de les mesurer. Mmh. J'ai envie qu'ils soient, donc c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui investit uniquement en France
et qui se mesure au CAC 40, heu, d'un certain côté, c'est pas bête parce que ça te permet vraiment de voir quelle est la plus-value de ton stock picking par rapport au CAC 40. Mais ce que ça montre pas, c'est si ton allocation d'actifs est bonne. C'est-à-dire que toi, tu as fait un choix à Mmh. un moment de dire: «Je vais être 100 en France», ou enfin, quelqu'un a fait 100 en France, toi, par exemple, 100 aux États-Unis. Mais à un moment, il faut se dire: «Tiens, au fait, mais le fait d'être moins européen, qui est un choix, je le mesure pas en étant que du S&P 500». Donc donc c'est pour ça que moi, je prends le MSCI Monde, qui en plus me convient bien puisqu'il a à peu près ma répartition en termes géographiques. Donc c'est quelque chose qui me correspond bien. Mais c'est vrai que si j'étais à ta place, je me comparerais quand même à un MSCI Monde, juste pour me dire, tiens, j'ai eu raison d'être 100% aux États-Unis. Ou de temps en temps, j'ai eu tort, tu vois. Mais, Mmh. parce que c'est un choix. Et pareil, la devise, le fait d'être tout en dollars, bah, c'est un choix. Et donc, la différence, je sais pas, à peu près d'une vingtaine de pourcents qu'il y a sur le change, euh, ouais, ça c'est pareil, c'est des choses que j'ai envie de mesurer. Et c'est une chose, par exemple, vu que je suis partiellement hedgé sur l'euro-dollar, tout simplement parce que j'ai certains des ETF que j'ai pris qui sont couverts en change en euros, bah, c'est hyper dur pour moi de battre le MSCI Monde en ce moment. Parce que j'ai une partie, même si elle n'est pas énorme, mais j'ai une Ouais. partie qui est impactée par ces 20% de change. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est sport, hein. Mais en fait, c'est là qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est que, en fait, dans mon portefeuille, j'ai des boîtes françaises et j'ai des ETF en euros. Mhm. Donc, et j'ai quand même pas mal d'ETF qui sont en euros. Donc, si je devais commencer à prendre en compte le change, j'ai peur de me retrouver avec une usine à gaz. Mais tes ETF, question, tes ETF en euros, ils sont investis dans des boîtes américaines ou pas? Non, j'ai les ETF qui investissent dans les boîtes européennes qui versent des Ah, dividendes et c'est une ok. partie quand même importante de mon portefeuille. Après j'ai des ETF, en fait, il y a les 2 parce que j'ai des ETF qui investissent, dans le SP 500 en dollars et d'autres qui investissent dedans en euros. Mais tu sais, Donc et c'est, ça heu, c'est une c'est un vrai bazar. incompréhension. C'est souvent une Mmh mh. incompréhension, c'est qu'il y a des gens qui disent: «Oui, mais moi j'ai un ETF qui est coté en euros, investi aux États-Unis», et ils ont l'impression que, ils savent pas trop où ils en sont en fait au niveau change. En fait, tant que l'ETF n'est pas marqué couvert en euros ou hedged en euros, ça veut dire que en fait le gain du dollar, je parle du gain du dollar parce que depuis un an et demi, le dollar a gagné entre 20 et 25, bah, vous l'avez inclus dans votre performance. Mmh Et mh. le fonds, il est coté en euros, mais en fait, dans son prix, il le calcule en dollars. Il est uniquement coté en euros. Mais la performance, elle a été boostée par le dollar. Donc, Ouais, sous-entendu, si le dollar revient à 1,20, enfin, l'euro-dollar revient à 1,20, bah, vous allez reperdre ces 20%, ce qui n'est pas grave ouais. en soi, hein. C'est juste qu'il faut le savoir. Et ça, c'est un point important. Quand on est exposé à certains domaines, c'est pas grave, c'est un choix, mais il faut juste le savoir. On est exposé Mmh sur le mh. change, on est exposé sur certains secteurs et tout. Et toi, par exemple, tu es très conscient des secteurs sur lesquels tu es exposé, la partie devise, etc. Et il y a plein de personnes qui sont investies dans des cryptos, des biotech, des petites boîtes de tech américaines, etc. Et ils ont l'impression d'être diversifiés, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, tous les gens qui sont dans ces boîtes, c'est les mêmes, ou dans ces cryptos, c'est les mêmes gens, et donc ils rentrent et ils sortent en même temps. Et donc la Mmh mh. corrélation, on le sait, hein, la corrélation Bitcoin-Nasdaq, elle est énorme. Je pense que tu pourrais faire des corrélations Nasdaq-Biotech, ça va être le même style, etc. Parce que c'est le même public, en fait. Mmh Donc, mh. donc c'est important de savoir à quoi son portefeuille est exposé. Ouais. Ouais, moi je m'attends tout à fait à ce que si l'euro remonte fortement, ma performance va être impactée. Mais si l'euro remonte fortement, ça voudra aussi dire que, probablement la guerre en Ukraine s'est réglée et donc quand même les ETF que j'ai qui sont investis en Europe vont aussi prendre, un gros coup de boost. Donc il faudra il Mhm. faudra voir, c'est bien d'en avoir conscience. Mais moi vraiment en ligne de mire, la seule chose que j'ai, c'est si je me fais larguer par le SP 500, autant acheter du SP 500. C'est vraiment ça et je veux Ok, je que je veux comprends. que la décision soit vraiment simple à prendre et c'est pas mon métier.
Donc pour moi, c'est important de rester à quelque chose qui est mesurable. Mais ouais, en fait, quand je présente le tableau Excel avec lequel je mesure mes performances, il y a des geeks dans les commentaires qui me proposent des formules de malade pour être plus précis, pour tenir compte de ci, ça ou ça. Et j'avoue mon humble ignorance à aller plus loin là-dessus. Et comment tu gères le fait que tu rajoutes de l'argent tous les mois? Alors, ce que je fais, c'est que je déduis de la valeur de mon portefeuille que je compare au SP500 l'argent que j'ai investi. Donc, ça veut dire que si mon portefeuille est passé de 9000 à 9150 et que j'ai fait rentrer 100 euros dans mon portefeuille, je vais dire que non, mon portefeuille, il a seulement grandi de 50 pour que la comparaison avec le SP500 soit Mmh. sur une base voilà, plus équitable. C'est comme ça qu'il faut Je faire. mmh, je pense que ça induit un biais. Je ne sais pas lequel comme ça de tête, mais je pense que ça induit un biais, plus ou moins. Moi, ce que je fais, parce que je me suis posé la question, voilà, moi j'essaie de faire le moyen le plus correct. En fait, j'ai fait exactement comme toi. C'est-à-dire qu'on est parti base 100, mon portefeuille et l'ETF, et en fait, j'ai calculé comme un nombre de parts, si tu veux, pour mon portefeuille. Donc si j'ai 1 000 € partant en base 100, bah, j'ai 10 parts. Et en Mhm, fait, après le portefeuille, par exemple, passe à 150, la NAV, enfin l'indice n'est plus à 100 points, mais à 150, j'ai gagné 50. Si je remets, si je remets 1000, si tu veux, mon portefeuille, les 1000, ils sont investis à un cours de 150. Tu vois? Mon nouveau cours de portefeuille. mhm, Donc je vais faire 1000 divisé par 150 et je vais rajouter un nombre de parts. mhm, Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme un mhm, fonds, en fait, je fais comme un fonds, c'est-à-dire que j'ai la valeur de mon fonds qui est mon portefeuille et j'ai un nombre de parts, donc quand je réinvestis pas à 100, mais je réinvestis à 150. Je sais pas si tu vois le truc? C'est un poil, je vais pas dire complexe, mais au final, non, je pense pas que ce soit plus complexe que ce que tu fais. J'imagine que ce que tu fais, c'est aussi correct, mais en fait, le but, c'est de prendre en compte, et tu vois, quand on fait comme ça, ma perf, elle est juste, en fait, mais elle est à la fois mhm, juste et fausse. C'est-à-dire que ma perf est juste, c'est-à-dire que mon portefeuille, si je le prends journalièrement, il a bien gagné tant, mais en fait, il prend pas en compte l'aspect market timing. C'est-à-dire que c'est ça. le jour où j'ai investi à 150, mon indice 150, c'était peut-être une mauvaise idée parce que c'est repassé à 100 derrière, tu vois? Et ça, c'est pas pris en compte dans la manière, dans le calcul que je fais, et pourtant, c'était une mauvaise idée si je suis rentré à 150, ou à l'inverse, si je suis rentré à un creux de marché, c'est peut-être bon. Donc tant que tu Ouais, investis c'est ça. tous les mois, je pense que c'est correct, ouais. C'est ça. L'argent que j'investis, effectivement, il peut booster plus ou moins mon portefeuille en fonction du Mmh. moment où je l'ai investi. Et ça, je le prends effectivement pas en compte. Donc ouais, Mmh. je pourrais être beaucoup plus précis Non, mais je que pense ce que tu que es je pas fais. mal. Je pense que tu es Ouais. déjà pas mal. Il y en a tellement qui se comparent pas, tu sais, à un indice, et je peux tout à fait comprendre, hein, que déjà, je trouve que quel qu'il soit, même si vous prenez pas le bon indice, même si vous prenez pas le taux de change, n'importe quoi, je trouve que ça aide à comprendre. Comme tu le disais, les top et flop, au début, quand tu me l'as dit, ou quand je t'ai vu faire, je sais plus, je me suis dit: «Ah, ça pousse un peu à agir», tu vois? Mais vu que tu es quelqu'un qui, est, comme on en avait déjà discuté, un peu risque adverse, voilà, tu es tranquille, tu es discipliné, tu vas dans des valeurs qui sont sûres, et cetera. Je pense que ça pose pas de problème, mais c'est vrai que souvent les gens qui découvrent la bourse et qui regardent trop les cours, ça les incite à faire trop de transactions, en fait, ce qui est pas du tout ton cas, Ouais. hein. Mais, Moi, mon plus gros défaut, c'est que j'ai du mal à racheter les entreprises qui ont le plus monté, et ça, c'est une erreur. Et donc ça, vu que je sais que c'est une erreur, des fois, je me force. Donc ça mmh, veut dire que des fois, je vais sélectionner dans les entreprises que je vais proposer au public. Cette semaine, on investit dans les entreprises qui cartonnent le plus ah parce oui, que OK. comme ça, je me force et j'ai pas envie de le faire. Hein, j'ai vraiment pas envie de le faire, mais je me force à le faire parce que voilà, j'ai regardé ta vidéo où, enfin, voilà, c'est bête de nourrir les mauvaises herbes et de couper les belles fleurs. Voilà, donc j'essaie de me forcer à ne pas trop moyenner à la baisse. Mais moi, vraiment, ma réaction première face à mon portefeuille quand je fais les tops et les flops, c'est de me dire, ah, mais c'est trop bien, cette boîte, elle a baissé, je vais la racheter.
Mmh. Alors que souvent, les boîtes qui baissent, c'est aussi pour une bonne raison. Et les boîtes qui montent, c'est pour de bonnes raisons. Donc j'essaie de corriger ce biais-là et de pas trop renforcer les mauvaises et punir les bonnes. Et ça me fait penser à un truc. On m'avait posé la question, dans une vidéo où je répondais aux questions. Je crois que c'était là ou c'est peut-être pendant le podcast, je sais plus, mais je crois que c'était pendant les questions-réponses. On me disait: «Quelle est ta plus grosse erreur?» Et j'avais répondu, que c'était Apple, que j'ai regardé s'envoler, mais pendant des années, des années, des années. À chaque fois, je me disais: «C'est trop cher, c'est trop cher». Je sautais de 100, je sautais dedans, je faisais 20-30, je revendais et cetera. Et puis, quelqu'un m'a fait la remarque en disant: «Ouais, mais en fait, c'est soi-disant une erreur, mais bon, tu as quand même gagné de l'argent dessus et tout. Enfin, tu vois, un peu le côté quand tu passes une interview et qu'on te dit quel est ton plus gros défaut et que tu dis: «Je suis perfectionniste», tu vois tu vois le truc? Mais en fait, ce que cette personne ne réalise pas, c'est que ça m'a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent qu'une position qui perd 80 et que j'ai pas coupée. Ouais. Parce que Apple, c'est un truc qui est passé de 10, de 10 Mais à oui, 100 et à 200 et à 300 et ça c'est coûte ça. beaucoup plus cher que comme tu disais, tu dis: «Oui, on a des valeurs qui Au peuvent pire, ça doubler». va à zéro, Exactement, mais ça peut faire 400%. exactement. Mhm. Donc non, non, c'est une erreur qui coûte quand même cher, je peux je peux le Mais confirmer. toutes les fois que je renforce Apple, on me dit: «Mais Apple, c'est fini». Mais on se rend compte que, bah non, leur téléphone, on se moque de leur innovation. «Oh regarde, ils ont changé un petit truc» et cetera. Mais tu compares l'iPhone d'aujourd'hui à l'iPhone d'il y a 5 ans et tu te rends compte un peu de la vitesse à laquelle ça va et aussi la vitesse à laquelle ils rachètent les actions. Mmh mh. Parce que, il faut comprendre, ça a tous les avantages d'une boîte tech, donc croissance, écosystème captif, innovation et cetera. Ça a aussi les avantages d'une boîte de luxe, Mmh. donc ça veut dire que quand les marchés se crashent, bah, les gens riches continuent d'avoir leur iPhone comme les gens achètent leur sac à main et cetera. Donc c'est super intéressant et ils ont cette politique de racheter régulièrement des actions et ça permet de soutenir le cours. Et là récemment, on l'a vu, enfin j'ai pas envie de donner des trucs trop récents parce qu'on essaie de faire du contenu evergreen, mais là récemment, toutes les boîtes tech se sont bien ramassées et celle qui surperforme, c'est Apple. Mmh. Voilà, donc Apple, encore une fois, merci. Merci Apple. Il y a d'autres choses que tu Écoute, veux non, ajouter là-dessus? j'étais justement en train de me dire que j'ai fait un peu le tour, hein. Non, non, j'ai déjà beaucoup, D'accord. beaucoup parlé, trop parlé et donc puisqu'il est peut-être le moment de passer à la section valeurs, je rappelle que moi, j'ai déjà donné ce qui m'apporte de la valeur, c'est, une checklist. Si vous êtes petit investisseur en bourse, peu importe le niveau et cetera, juste se mettre quelques règles, vraiment les règles, plus elles sont basiques, mieux elles sont en fait, parce que plus on va les appliquer, et quand vous appelez ça checklist ou peu importe, mais ça, c'est quelque chose qui va vous faire économiser ou gagner de l'argent, à coup sûr. Et toi, Mmh. Victor, je suis sûr que tu vas nous dire quelque chose qui t'a apporté beaucoup de valeur et qui va nous en apporter aussi. Absolument. Eh bien, Xavier et puis, chers compatriotes, ce qui m'a apporté beaucoup de valeur, au cours de la semaine dernière, c'est la France. Parce qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte du pays incroyable dans lequel on vit. Donc, je suis allé à La Rochelle, je suis allé à Poitiers et je suis allé à Rochefort. C'est dingue le patrimoine qu'on a. Le patrimoine qu'on a est absolument fou. Dans chaque ville dans laquelle on se balade, il y a du patrimoine qui est architectural, il y a du patrimoine culturel, il y a des choses dans les musées, il y a des grands auteurs qui ont fréquenté ces endroits. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un, de vous balader, et deuxièmement, quand vous êtes quelque part, allez voir la page Wikipédia de la ville dans laquelle vous êtes et regardez les grands auteurs qui ont fréquenté cet endroit. Et vous allez vous rendre compte qu'on vit sur un trésor. Et c'est magnifique en fait de se rendre compte que bah, Poitiers, c'est la ville dans laquelle c'est Rabelais. Effectivement, il y a eu Rabelais, il y a eu Du Bellay, il y a le courant de la Pléiade et Mmh. pareil, partie plus ou moins de cette ville. Donc pour moi, c'est une très bonne pratique d'aller dans une ville, de regarder les grands auteurs qui l'ont fréquenté et de se dire, bah voilà, ces auteurs, c'est aussi mes contemporains, donc je vais en profiter pour lire un petit peu ce qu'ils ont publié, je vais en profiter pour me rapprocher un petit peu d'eux, et surtout, je vais essayer de ne pas rester dans une vénération
passéiste par rapport à ces auteurs et me dire, bah, ces auteurs me permettent de partir de très haut et je vais essayer d'aller encore plus haut, d'apporter moi à mon tour un maximum de valeur à ce magnifique territoire plein de richesses et d'histoire qu'est la France. Magnifique, magnifique, ça donne envie. C'est vrai, c'est une bonne idée parce que c'est typiquement quelque chose que je ne ferais pas, enfin que je ferais dans le futur, mais que je ne faisais pas de regarder. C'est triste en fait, quand je pense à ça. Moi, je pense que je lis beaucoup trop de non-fiction, comme on l'appelle. Je lis beaucoup trop de livres de business ou autres, et ça fait très, très longtemps que je n'ai pas lu de la littérature, classique, française. Donc, ouais, si tu as 2-3 soit des choses que j'ai déjà lues qu'il faudrait que je relise avec un œil d'adulte, parce que souvent c'est couteau sous la gorge quand on lit ça au lycée, je suis preneur. Si tu avais un livre comme ça de littérature classique que tu devais me faire lire ou relire? Euh, Ah, il y en a plein. Il y en a plein, c'est difficile de choisir. T'aimes bien les choses un peu épiques? Oui, oui. Parce que je vais me faire disputer parce qu'il va pas être considéré comme un grand auteur, mais ça vaut quand même la peine, Dumas, lire Le Ah! Comte de Monte-Cristo. Ah ouais, j'ai jamais lu. Ah, Je ça vaut me le doute que coup. ouais, ouais, ouais. Ah, c'est Super, très, très excellent. bonne idée. Ouais, c'est excellent. Et en fait, lire de la littérature, ça a deux avantages. Donc, le premier avantage, c'est que ça nous met sur off. Mmh. C'est qu'on se laisse emporter comme ça par une belle langue et c'est pas comme lire de la non-fiction parce que quand on lit de la non-fiction on est en train de penser aux choses qu'on Mmh. va créer, etc. La littérature on se laisse embarquer et l'autre intérêt que ça c'est que je trouve que ça rend humble. C'est comme lire un grand roman, c'est comme écouter de la vraie belle musique classique, c'est qu'on a tendance à se dire mais en fait je suis tout petit Mmh. par rapport à ça, je suis tout petit et ça donne envie, je trouve, de se dépasser et de grandir. Donc, c'est une non, vraiment, il faut lire les grands auteurs. Super, ça m'a beaucoup plu ton partage de valeurs de cette semaine. Non, mais allez voir Rochefort, enfin, c'est complètement dingue. Bah, enfin, quand on pense, parce qu'on on va en reparler quand on va débriefer le livre La France sous nos yeux. Rochefort, donc c'est une ville qui a été conçue par Colbert, donc ce grand ministre centralisateur, et il voulait faire le plus bel arsenal du monde. Et il l'a fait, c'est absolument impressionnant les bâtiments qui ont été créés. Autour de ces arsenaux, il y a une ville avec un plan complètement orthogonal qui a été créé, avec une place magnifique au centre qui s'appelle la place Colbert. Et c'est une ville, enfin, on n'entend pas parler de ça. Enfin, Rochefort, on n'entend pas Mmh, c'est parler de vrai. Rochefort, quoi. C'est pas, c'est absolument impressionnant. Et donc cette ville est aujourd'hui en train d'avoir une nouvelle vie grâce au tourisme, parce que ces incroyables bâtiments qui avant bah, faisaient des cordes pour les bateaux qui traversaient l'Atlantique, bah, il y en a certains qui ont été rachetés, qui ont été réhabilités en location touristique. C'est magnifique. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait d'autres business qui se développent autour, quoi. C'est location touristique, c'est très bien, mais il faut qu'autour il y ait des marchands de meubles qui se développent, des brasseries, des gens qui font leur bière, qui font leur drap de lit, etc. Et c'est comme ça qu'on fait renaître notre pays. Voilà. Eh bien, il nous reste à poursuivre dans ce podcast notre discussion avec Sébastien Dornano, le cofondateur de Yomoni. Et pour le reste, souvenez-vous que nous avons besoin de vous pour que ce podcast grandisse. Donc, on attend vos évaluations et on vous dit à la semaine prochaine.